Parfait. Donc, pour les personnes en ligne, bonsoir et bienvenue à cette assemblée de consultation publique qui concerne les modifications au schéma d'aménagement de développement pour le développement du secteur Chauveau. Donc, comme on est en format hybride et qu'il y a des gens en salle, on va attendre que les personnes en salle soient bien installées avant de débuter. On va vous revenir dès que la séance débute officiellement. Donc, merci beaucoup de votre patience et à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, je vais prendre votre attention, on va débuter. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique pour des modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé en lien avec le projet de développement du secteur Chauveau. Alors, je suis Alexandra Mauger. Plusieurs d'entre vous, on s'est déjà croisés dans les précédentes consultations. Je suis conseillère en consultation publique et c'est moi qui ai le plaisir là, d'animer, de présider la séance de ce soir. Je suis accompagnée pour ça par ma collègue Dominique Gagnon, qui est présente avec les citoyens en ligne. Donc, bonsoir Dominique. Comme vous le savez, la démarche pour le secteur Chauveau en est une qui est au long cours. Donc, je vais quand même prendre quelques minutes au départ pour nous resituer. Donc, se rappeler un peu les étapes franchies jusqu'à maintenant, d'où nous venons et vers où nous allons ce soir et dans les prochains mois. Comme vous le savez, vous en souviendrez, il y a eu plusieurs mesures ciblées de consultation l'année dernière. On est allé, on a rencontré là, à la fois des experts en environnement, des organisations en environnement, également des acteurs économiques. On a rencontré des écoles, le CIUS et également des experts en urbanisme et en transport externe à la ville. On a aussi eu des étapes d'échange avec les citoyens. Là. Il y a eu des ateliers d'échange qui ont été tenus en mars 2024. À ce moment-là, les citoyens ont pu contribuer à la réflexion à plusieurs niveaux. Il y avait eu le développement des secteurs résidentiels et industriels qui avait été annoncé, comme on le sait. La question de la protection des milieux naturels présents sur le site du secteur Chauveau et également des éléments de mobilité et transport. Puis là-dedans, et je les salue, il y avait le Conseil des quartiers des Châtelles là, qui nous a accompagnés dans ce processus. Donc, voilà. Alors, comme on sait, mais en fait, ces rencontres-là, et je l'avais expliqué à l'époque, mais ce sont des mesures de participation qui étaient tenues avant la rédaction des projets de règlement. Et en fait, ce soir, c'est le début des consultations publiques en lien avec des projets de règlement concrets. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces mesures de participation active-là et maintenant? Bien, déjà, les équipes, les élus, ont pris connaissance des résultats des premières mesures de participation publique. Il y a eu de nombreuses discussions, il y a eu beaucoup de négociations aussi avec des parties prenantes. Et donc, ça amène à un premier projet de règlement qui a été présenté aux élus du Conseil d'agglomération. On va revenir sur ces notions-là. Et donc, c'est le projet de règlement qui va vous être présenté ce soir. Alors, à ce stade, en fait, je vais introduire, et vous la connaissez, Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Elle est membre du comité exécutif de la Ville de Québec. Elle est responsable de l'élaboration du PPU pour le secteur Chauveau. Et aussi, fait important ce soir, elle est membre de la commission sur le schéma d'aménagement.
Alors, en début de rencontre, en fait, elle va faire une mise en contexte et elle va pouvoir vous présenter les dernières nouvelles concernant le site et elle va présenter un peu les grandes lignes de sa vision là, pour le futur du secteur. Je souligne, je pense qu'on a aussi Mme Marie-Josée Asselin qui nous accompagne en ligne ce soir. Elle n'était pas présente à Québec ce soir. Alors, l'Assemblée de ce soir, c'est quoi sa particularité? Elle va porter sur des modifications au schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est dur. Moi aussi, ça m'a pris du temps à comprendre qu'est-ce que c'est précisément, mais c'est un outil de planification du territoire qui donne des orientations très, très générales. C'est la planification de la planification. Pour nous aider dans ce processus, nous allons avoir, bien sûr, et ils nous accompagnent depuis le début, Rose Pichette et Guillaume Langevin, qui sont conseillers en urbanisme. Et ils sont également appuyés de leur directeur, M. Mathieu Roy, qui est directeur de la section de l'urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, je l'introduis depuis tantôt, mais je veux bien cadrer la séance de ce soir. Évidemment, les citoyens m'ont écrit, ils nous appellent aussi, ils ont des préoccupations par rapport à ce premier projet de règlement. Il faut comprendre que dans le processus du PPU là, qui est en cours, il y a une séquence à suivre dans l'adoption de différents projets de règlement. Pourquoi je le mentionne? Mais là, le projet de règlement ce soir, il n'apporte pas d'éléments très précis. On sait que les citoyens ont hâte de connaître des éléments par rapport à, par exemple, les hauteurs de bâtiments qui seraient à venir, est-ce qu'il y aura une piste cyclable, les entrées de rue et tout cela. Des éléments très importants, mais malheureusement, ce soir, ça porte sur, c'est une consultation pour modifier une aire d'affectation. Et en fait, ces éléments, on va les aborder plutôt lors des consultations publiques sur le PPU, qui, si tout se déroule bien et que le processus suit son cours prévu à court terme, on va y revenir plutôt vers la fin du mois d'avril. On va vous revenir là-dessus. Donc, pour bien comprendre tout cela, il y aura des présentations d'au plus 20 minutes. Ça va nous amener par la suite, très important, la période de questions et de commentaires des citoyens. Je vais revenir avec des consignes plus précises à ce moment-là. On aimerait ça viser une fin là, vers 21 h, donc pas terminer pas trop tard, n'est-ce pas? Je cherche la caméra parce qu'il y a des gens en ligne aussi. Donc, bonsoir. et voilà. Donc, évidemment, je me permets quand même d'amener ça, mais j'aimerais ça qu'on se donne un grand mot d'ordre ce soir entre nous. Ça va être la question du respect. Il y a une question du temps, il y a un temps pour les présentations. Le respect des tours de parole, puis également, c'est le respect du travail des professionnels qui sont devant vous, qui ont pris le temps de lire l'ensemble des idées que les citoyens que vous avez soumis. Ils travaillent très fort à ce projet-là, ils mettent à profit leur expertise et leur rôle, c'est de concrétiser les projets de la ville. C'est également le respect de vos élus. Vos élus portent des visions, ils doivent faire certains compromis, puis parfois doivent prendre des décisions assez difficile. Et puis, évidemment, on est là dans le respect des citoyens. On est là pour vous. On sait que vous avez à cœur votre milieu de vie, que vous prenez un temps ce soir pour vous informer, pour connaître le projet qui est à venir dans votre secteur et donner votre opinion sur l'évolution du projet. Je le dis souvent, mais on a tous un rôle à jouer là, dans la vie démocratique de la ville et on a tous un rôle dans le bon déroulement de la séance de ce soir. Puis, j'ai très confiance en vous. Alors, j'ai mentionné, mon rôle ce soir, ça va être de présider l'Assemblée. Donc, je vais m'assurer que les conditions soient optimales pour des échanges équitables et respectueux. La séance de ce soir, je le rappelle, elle est enregistrée. La présentation, elle est probablement déjà mise en ligne, sinon elle le sera très sous peu. Il va y avoir un rapport de consultation publique que je vais préparer, qui va être complet, qui va contenir l'ensemble des questions et des commentaires amenés par les citoyens. Voilà. Et on le rappelle aussi, il y a plusieurs mesures de communication qui ont été prises ce soir pour rejoindre les citoyens. Il y a eu un communiqué de presse qui a été publié le 3 février. Il y a eu des nouvelles d'arrondissement. On a aussi envoyé des invitations ciblées par courriel aux membres du conseil de quartier, à la liste d'abonnés du conseil de quartier et ainsi que la liste d'abonnés de ce projet précis. Donc, voilà, ça fait le tour pour mon ouverture. Donc, je remercie d'avance les panélistes, je remercie les citoyens présents en salle et en ligne et votre élu à qui je cède la parole.
Merci beaucoup, Alexandra. Bonsoir à toutes et à tous. Et je salue, si vous me permettez, tout particulièrement ma collègue Marie-Josée Asselin qui est avec nous virtuellement ce soir. Donc, comme Alexandra vous l'a nommé, ce soir, on est à l'étape de la modification du schéma d'aménagement. Donc, faire une histoire courte, en aménagement, on est un peu dans un fonctionnement de système de poupées russes, hein, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et non, on est à l'étape de la grosse poupée russe, si je peux me permettre, qu'on veut modifier. Rose et Guillaume auront sûrement un meilleur vocabulaire que moi pour vous expliquer le tout. Mais quand même, on est à une étape du schéma d'aménagement, qui est un document de planification qui se situe à l'échelle de l'agglomération. L'agglomération, c'est Ville de Québec, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin. On vient donc vous proposer une modification au schéma qui, par le fait même, et je ne sais pas si on peut mettre la diapo contexte. Merci. Oui. Celle avec, peut-être, on l'a-tu avec... OK, on va venir plus loin. C'est bon. Merci. Donc, on vient par le fait même, ce soir, circonscrire. On vous propose, en fait, de circonscrire pour la suite des choses le travail de PPU à la partie est du secteur du Boisé-des-Châtelles, donc du secteur Chauveau. Donc, la partie pour vous, à droite, donc de la ligne pointillée noire. Pourquoi ce soir, on vient donc cantonner la suite de nos démarches et y compris donc la modification qu'on fait ce soir au schéma à la partie est du secteur Chauveau, c'est parce que au début février, on est venu introduire à l'échelle de l'agglomération pour un règlement de contrôle intérimaire qui fait qu'on vient protéger contre tout développement 98,4 des milieux humides d'intérêt à l'échelle de l'agglomération. Concrètement, ce que ça signifie pour le secteur qui est à l'étude, c'est que le règlement de contrôle intérimaire, on l'appelle un RCI, donc pour simplifier les choses, un règlement de contrôle intérimaire, il s'applique sur l'entièreté de la partie à l'ouest du pointillé noir que vous voyez à l'écran, donc la partie à gauche. Alors, la partie à gauche, et les équipes vont revenir là-dessus, les équipes à gauche ne font plus partie des démarches du PPU Chauveau. Elle est retirée des démarches et on poursuit en ce moment les discussions avec différents partenaires, avec les autres paliers de gouvernement, avec le groupe d'alerte, parce que ça a été mentionné dans les médias, donc je pense qu'on peut le dire. Donc, on poursuit les démarches pour venir acheter ces terrains-là, les mettre en conservation, mais ils ne seront pas du tout développés, les terrains qui se trouvent à l'ouest. Il faut que j'y réfléchisse des fois encore un peu. Donc, à l'ouest du pointillé noir. Donc, pour la suite des choses, c'est vraiment important, notamment pour ce soir. On se concentre maintenant sur la partie est seulement du pointillé, donc partie est du secteur Chauveau. Donc, je vous le disais, notre règlement de contrôle intérimaire, c'est important de le dire, nous permet de protéger 98,4 des milieux humides d'intérêt à l'échelle de l'agglomération. Ça, c'est un geste de conservation qui est sans précédent. À l'échelle du secteur Chauveau, comment je pourrais dire? Ça nous permet de dire à ce stade-ci qu'on pourrait conserver 66 des milieux humides d'intérêt pour le secteur. Donc, on pense qu'avec cette proposition-là, on est capable de répondre aux multiples défis de conciliation comme ville auxquels on doit faire face. Donc, défis de conservation, défis en habitation, puis, comme vous le savez aussi, défis en matière d'espace industriel. Là, je nomme 3 catégories de besoins, mais vous comprenez que ça ne sera pas un tiers, un tiers, un tiers. Je le répète, le 2 tiers du site
de Chauveau, pour le moment, est voué à de la conservation, de 2/3. Donc, je pense que, somme toute, ça fait écho à une mobilisation citoyenne de longue haleine, de nombreuses années pour une conservation au maximum, tout en étant réaliste à l'égard des besoins que nous avons à l'échelle ville. Et je pense aussi que ce qu'on va vous présenter ce soir est conforme aussi à ce qui avait été discuté dans la dernière année, c'est-à-dire moins de développement industriel et venir circonscrire aussi le développement résidentiel dans le secteur nord-est. Oui, je réfléchis en même temps juste pour m'assurer que je nous situe tous géographiquement au bon endroit. Donc voilà, je m'arrête ici pour le moment. Je vais laisser les équipes vous présenter plus dans le détail ce qu'il en est. Et puis, je reste bien sûr disponible au besoin. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette mise en contexte, cette mise en bouche. Je me tourne désormais vers les équipes pour la présentation des modifications réglementaires qui sont nécessaires pour la suite des choses. Merci. Donc, je vais débuter. Je vais tout d'abord vous énoncer le numéro et le nom du règlement qui est concerné ce soir par l'Assemblée publique. Donc, il s'agit du règlement, le projet de règlement RAVQ 1744, soit le règlement de l'agglomération modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé relativement à l'agrandissement d'une aire d'affectation du territoire urbain Québec dans le quartier des Châtelles. Inquiétez-vous pas, on va plus vous détailler ça dans les prochaines diapositives. Donc, comme le titre du règlement fait mention, la modification concerne uniquement l'agrandissement d'une aire de grande affectation du territoire urbain Québec dans le quartier des Châtelles. Le projet de règlement n'a aucun autre objet que cet élément. Pour bien mettre en contexte, cette modification se localise dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles, soit dans le quartier des Châtelles. Plus spécifiquement, il s'agit du secteur nord du territoire actuel de planification du PPU du secteur Chauveau, tel qui a été mentionné en introduction là, par Mme Coulombe-Leduc. Les composantes physiques pour vous aider là, à plus délimiter ou visualiser le territoire qui borde le secteur concerné par la modification, mais la limite nord se retrouve à être le boulevard Sainte-Claude. À l'est, on parle du parc Vega ainsi que l'école Notre-Dame-des-Neiges, non loin du boulevard de l'Ormière à l'est. Et finalement, le ruisseau sans nom, dans les faits, qui est sans toponyme officiel, qui se retrouve à être localisé là, au centre, approximativement au centre du grand secteur Chauveau, qui représente à ce moment-là la limite ouest. Je vais utiliser le pointeur pour vous aider, là, mais vraiment, le ruisseau sans toponyme qui se retrouve à être ici, c'est un ancien, là, ou des anciens fossés agricoles. Donc, l'objet de la consultation aujourd'hui, comme on vous le dit depuis l'introduction, concerne une modification à l'outil de planification qu'est le schéma d'aménagement et de développement. Bon, on vous le dit également, le schéma d'aménagement est l'outil de planification de l'agglomération de Québec qui comprend les villes, bien sûr, de Québec, de l'ancienne-Lorette ainsi que Saint-Augustin. Le contexte de planification s'effectue à divers niveaux. Vous voyez là, justement 3 de ces principaux niveaux qui la composent, soit du plus général au plus spécifique, un peu comme le principe d'un entonnoir. On parlait tantôt des poupées russes. J'utilise l'exemple d'un entonnoir. Donc, plus qu'on est à haute échelle, on a un plus grand territoire, des réalités différentes. Donc, plus qu'on n'a pas le choix d'être à haut niveau par cette réalité, et plus qu'on descend, on se raffine dans le territoire, bien là, on peut être plus dans le précis. Là. Donc, rendu à l'étape notamment du PPU, les prochaines étapes, et au niveau des règlements d'arrondissement, au niveau du zonage. Donc, au niveau de la Ville de Québec, l'outil de planification, c'est le PDAD, le plan directeur d'aménagement et de développement qui expose les lignes directrices de l'organisation du territoire. Il présente les objectifs et les enjeux liés à l'aménagement et au développement, mais avec un niveau de détail plus important que ce qu'on retrouve au niveau de l'agglomération, puisqu'on retrouve avoir un territoire réduit qui se limite au territoire de la Ville de Québec. Bien sûr, à travers tous ces niveaux de planification, il doit y avoir nécessairement concordance entre ces diverses échelles. Donc, notamment, si au niveau du schéma d'aménagement, on dit qu'une aire d'affectation industrielle pour un secteur déterminé,
Ici, au niveau des outils de planification de la ville, on viserait à avoir un secteur résidentiel, mais c'est sûr que là, il y a un enjeu de concordance. Donc, concrètement, la présente modification est nécessaire pour assurer la concordance entre le schéma d'aménagement et le PPU en élaboration afin de permettre l'établissement d'un milieu résidentiel dans le secteur concerné par la modification. Bon, plus en détail sur la modification, ça sera exposé par ma collègue Rose dans les quelques instants sur la nature et ce que le changement en soi là, implique. Donc, on va revenir là, pour être sûr de la compréhension sous l'outil concerné par la consultation, soit le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, qui est l'outil de planification de l'agglomération, permet d'exposer une vision régionale et coordonnée du développement plutôt que de laisser chaque composante, donc les 3 municipalités, avoir leur propre vision. Ça établit des lignes directrices de l'organisation physique du territoire de l'agglomération, notamment l'identification des pôles d'activité, les secteurs de consolidation, permet de coordonner les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées et avoir une force ou une démarche plus concertée. Donc, on parle de développement économique, les axes structurants qu'on souhaite consolider, développer, dans lesquels il y a des composants de transport en commun. Bien sûr, on détermine, et c'est l'élément aussi de la modification aujourd'hui, on détermine les grandes affectations du territoire. Comme on le dit depuis tantôt, c'est à haut niveau, donc c'est des grandes aires, si vous me permettez l'expression, des grandes surfaces de territoire dans lesquelles on édicte un panier d'usages, de groupes d'usages qui sont permis là, dans ces grandes aires-là en question. Donc, le prochain outil, bon, on vous dit, vous êtes tout au courant, il y a un PPU en élaboration pour le territoire du secteur Chauveau. Donc, le PPU, ça constitue une composante du PDAD, le plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec. En fait, ça se retrouve à être une annexe. Donc, le PDAD, c'est l'outil de planification de la Ville de Québec. Et le PPU, c'est un outil dont dispose une municipalité pour orienter le développement d'un secteur particulier. Ainsi, ça constitue une planification à une échelle réduite, soit l'échelle d'un quartier ou même inférieure. Donc, dans notre cas présent, on peut dire sur une portion du quartier des Châtelles. Ça énonce une vision pour un secteur concerné. Ça présente des orientations et des objectifs définis de l'aménagement souhaité de ce secteur. Il s'agit d'une échelle de planification très concrète dont l'étape subséquente est la mise en œuvre réglementaire. Donc, tout de suite, un geste de concordance qui s'effectue au niveau du zonage pour assurer la réalisation de la vision et du PPU, donc au niveau des normes d'implantation, des usages, des hauteurs, etc. Et il y a même un plan d'action qui peut accompagner là, au niveau du PPU. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Oui. OK, c'est bon. On m'entend bien? Parfait. Donc, si on revient au niveau du schéma, là, concrètement, ce qu'elles nous disent actuellement, là, ces grandes lignes de l'aménagement du territoire, c'est que l'ensemble du secteur actuellement, mais il est voué au développement industriel, comme on peut voir sur la carte. Puis, on peut voir aussi que les quartiers limitrophes là, sont quant à eux sous l'affectation qu'on appelle Urbain Québec, ce qui est d'ailleurs représentatif là, de la majorité des milieux de vie à l'échelle de la Ville de Québec. Donc, ce qui vous est proposé ce soir dans le cadre du projet de règlement RAVQ 1744, c'est d'agrandir l'aire d'affectation Urbain Québec au niveau du schéma sur l'entièreté des terrains qui sont représentés en pointillés sur la carte. Donc, c'est une superficie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui représente la partie qui est la plus au nord du nouveau territoire de PPU Chauveau, donc la portion à l'est, c'est la section la plus au nord. Puis, ça fait aussi écho là, au 8 mai dernier, donc il y avait eu un exercice de rétroaction là, à l'issue des consultations du printemps 2024 sur la démarche de PPU. Puis ça nous avait permis de présenter qu'un développement à vocation résidentielle dans ce secteur-là, c'est ce qui semblait le plus approprié. Donc, encore une fois, au schéma d'aménagement, c'est sûr que chaque grande affectation du territoire est accompagnée d'un panier d'usages qui lui sont associés. Donc, de facto, là, chaque grande aire d'affectation vient avec une série d'usages qui peuvent être autorisés. En ce qui concerne l'affectation Urbain Québec, les grands groupes d'usages qu'on voit ici, là, ils sont listés: habitation, administration et services, vente au détail, hébergement, vente au détail et services spécialisés, vente au détail et services à contrainte, récréation plein air intensive et agriculture sans élevage sont autorisés officiellement.
Mais comme mentionné tout à l'heure par mon collègue Guillaume, le rôle du schéma, c'est vraiment de jeter les bases de l'aménagement du territoire. Donc, il en vient ensuite là, à la Ville de Québec de venir préciser les usages qui sont à autoriser plus spécifiquement, que ce soit dans le cadre du PPU ou encore dans le règlement de zonage. Donc, la diapo ici, ce qu'elle démontre simplement, là, c'est que les usages éventuellement autorisés au zonage, par exemple, doivent s'inscrire dans les groupes d'usages qui sont listés ici, mais il n'est pas obligatoire de permettre l'ensemble de ces types d'activités-là. Donc, on comprend aussi, on les a mis en gras, que des grands groupes d'usage, habitation, administration, puis vente au détail, c'est ceux qui seraient potentiellement là, à envisager d'intégrer dans les règlements d'urbanisme locaux par la suite. Donc, même principe encore ici avec les densités qui sont permises. Le schéma d'aménagement là, jette les bases de la planification qui peuvent être resserrées, encore une fois, au niveau du PPU et au niveau du zonage. Donc, ici, on peut comparer les densités qui sont permises en fonction de l'affectation actuelle, donc industrie et commerce dans le tableau, puis celles qui sont projetées, celles qui vous sont proposées ce soir avec l'aire d'affectation urbain Québec. Donc, la principale distinction, c'est évidemment l'autorisation de l'usage habitation avec un seuil minimal de 32 logements à l'hectare. Il y a également les superficies maximales de plancher là, qui sont rehaussées à 5 500 m² pour l'administration et à 20 000 m² pour l'hébergement, ainsi qu'une légère diminution cependant là, pour la superficie maximale autorisée au schéma pour ce qui est de la vente au détail. Donc, la présentation ce soir est relativement succincte, là, puisque, comme on vous a dit, c'est vraiment des grandes orientations. On en est déjà à la revue des prochaines étapes. Donc, en ce qui concerne plus spécifiquement la modification au schéma qui vous est présenté ce soir, évidemment, on est actuellement à l'Assemblée publique de consultation telle que prévue par la loi de l'aménagement et l'urbanisme. S'ensuit ensuite l'adoption du règlement final prévu au Conseil d'agglomération du 2 avril prochain. Puis cependant, l'entrée en vigueur du règlement, il serait prévu plutôt au début du mois de juin, puisqu'on doit attendre là, pour une modification au schéma un avis de conformité du ministère des Affaires municipales qui requiert toujours un délai de 60 jours de traitement. Donc, si on parle plutôt de la démarche de planification plus globale pour le secteur Chauveau, l'Assemblée publique de consultation concernant la version préliminaire du PPU est prévue à la fin du mois d'avril, comme il vous a été annoncé d'entrée de jeu. Cette étape comprend également une demande d'opinion auprès du Conseil de quartier des Châtelles, ainsi qu'une période de consultation écrite suivant la tenue de l'Assemblée publique. Puis, les détails vous seront communiqués là, en temps et lieu. Puis, l'adoption finale du PPU est prévue, si tout va bien, au courant du mois de juin. ce qui conclut la présentation de ce soir. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous avez accepté d'être abonné au projet Chauveau, eh bien, vous ne manquerez aucune de ces étapes. On va bien s'assurer de les communiquer. Donc, en fait, ça nous amène déjà, et je félicite nos panélistes, nous avons respecté les temps pour l'instant. Alors, ça nous amène à la période de questions et de commentaires que je vais avoir le plaisir d'animer. Juste rappeler, là, je vais évoquer ce qu'on appelle des conditions optimales pour les échanges. Je pense que j'ai bien confiance en vous. Vous le savez, les représentants de la Ville ici sont ce soir dans une posture principalement d'écoute parce qu'il s'agit d'une consultation. Et au niveau des questions, elles seront répondues lorsque c'est possible. On l'a mentionné, on ne peut pas répondre à des questions qui seraient plutôt de l'ordre du PPU, donc dans les éléments plus précis. Alors, ces questions-là, on va pouvoir les noter et les répondre à ces questions-là à ce moment-là. Alors, on va prendre le temps d'écouter évidemment l'ensemble des questions, prendre les commentaires, mais on le sait, c'est circonscrit là, ce soir. C'est sûr qu'on est plutôt là pour ce projet de règlement-là en particulier. Donc, cette modification à cette aire d'affectation. Donc, ce soir, je pense qu'on est en tout, je vois qu'on me dit qu'il y a 38 personnes en ligne et on est une trentaine environ en salle. En plus, on a la présence, c'est très rare, mais on a quelques enfants parmi nous. On est bien, bien contents. Juste quelques consignes. Donc, quand on vient au micro, j'aimerais ça que les questions elles soient dirigées vers moi. Pour prendre la parole, donc, il faut attendre que je vous donne la parole. On ne peut pas faire d'intervention depuis sa chaise parce qu'en fait, les gens en ligne ne peuvent pas entendre si vous n'allez pas au micro. Pour les personnes en ligne, ça va être possible soit de lever la main. Voilà.
la lumière est verte là-bas. Donc, vous pouvez utiliser l'outil Lever la main qui est situé au haut de l'écran. Sinon, vous pouvez aussi écrire vos questions sur l'outil Q&R. Je vais toujours prioriser les premiers tours de parole pour donner la parole à un maximum de personnes. On va alterner les questions en ligne et en salle. Je demande à tout le monde, évidemment, des interventions efficaces. On veut aller droit au but. Des interventions d'au plus 2 minutes. Et de la même façon que les réponses, j'aimerais ça qu'elles soient succinctes également. On accueille les diverses opinions, mais dans le respect. On n'attaque pas les personnes, mais bien les idées. Donc, on peut dire, ben, je ne suis pas d'accord du tout avec vous et voici pourquoi, ou je suis partiellement d'accord et voici mes propositions pour améliorer le projet. Et voilà. Enfin, là, ben, je vous invite aussi à souligner, là, si vous voyez l'occasion, mais de souligner les éléments positifs. Parce que je pense qu'on en a besoin beaucoup d'éléments positifs par les temps qui courent. Donc, ben, à vous la parole. N'hésitez pas à approcher du micro. Puis sinon, Dominique, n'hésite pas à m'interpeller si tu as des mains levées en ligne ou dans le QR. Bonjour. J'aime aussi que ça approche au micro. Pouvez vous présenter aussi? Isidore Néron, Oui. j'ai 2 questions que j'appellerais préalables. Vous avez parlé au début, quelqu'un dans son introduction a parlé du premier règlement ce soir. Il va y en avoir combien de règlements? Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, c'est supposé d'être une rencontre de consultation. Vous nous consultez sur quoi? Quelle est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qui reste à préciser puis à définir? Merci beaucoup. Ben, par rapport, peut-être des éléments par rapport au règlement, puis aussi cette marge de manœuvre, comme demande monsieur? Oui, pour ce qui est des différents règlements, on a parlé du premier effectivement. Donc, au fond, c'est le jeu de poupées russes qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, pour venir au bout là, de la démarche complète, il faut modifier d'abord le schéma. Ensuite, il y a un projet de règlement spécifiquement pour le PPU qui équivaut à une modification au plan d'urbanisme de la Ville de Québec, puis également un projet de modification de zonage. Donc, c'est 3 règlements en tout et partout. Et sur la deuxième question, peut-être expliquer un peu les aires d'affectation. Tu sais, qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre sinon? Ouais. Comme je le disais là, dans mon volet de présentation, il y a le projet de règlement aujourd'hui a un seul objet, c'est la modification des aires d'affectation. Donc, actuellement, le territoire en question qui est visé est en affectation industrie et commerce. Moi, je pourrais remettre la diapositive en question qui est. Oups, j'ai enlevé le mode présentateur. Pas trop long. Voilà. Donc là, on voit actuellement, on se retrouve à être dans une grande aire d'affectation industrie et commerce. En fait, l'ensemble du territoire, le secteur Chauveau se retrouve à être dans cette grande aire d'affectation-là. Donc, de nature, industrie-commerce, ça permet juste un panier d'usage en lien avec des industries et des commerces lourds, etc. Donc, la modification aujourd'hui qui est proposée, c'est le secteur nord-est ou nord du territoire de PPU qui deviennent en aire d'affectation urbain Québec, comme le disait ma collègue, qui se retrouve à être l'aire d'affectation prépondérante sur le territoire parce que c'est l'aire d'affectation qui regroupe la majorité des quartiers résidentiels du territoire de la Ville de Québec. Donc, parmi cette aire d'affectation-là, bien sûr, on a les quartiers résidentiels, mais ça comprend aussi certaines artères commerciales, etc. Donc, c'est là-dessus, c'est sûr et certain que c'est une modification pour cette étendue de territoire-là qui est proposée aujourd'hui. Donc, c'est l'élément de consultation, c'est sur cet objet. Parfait, merci. Puis, rapidement, Madame Bouillon-Leduc? Oui, donc, on a besoin de procéder à la modification au niveau des aires d'affectation ce soir, parce que vous comprenez que si on n'est pas capable de venir introduire une aire d'affectation Québec urbain qui permet de l'habitation, qui permet du service administratif, les 3 usages, entre autres, là, qui étaient en gras, on ne peut pas poursuivre la démarche de PPU. Parce que dans la démarche de PPU, on parlait de mettre du résidentiel, on parlait de mettre, en fait, pas que de l'industriel. Donc, si on veut poursuivre avec la démarche de PPU qui se trouve à un niveau plus bas, si je peux me permettre, hein, on a vu tantôt la hiérarchie des règlements, on a besoin
de la modification de ce soir qui va nous permettre éventuellement d'introduire la notion d'usage en matière d'habitation. Merci beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui s'approche au micro. Est-ce qu'on avait des questions en ligne ou j'avais indiqué qu'on allait alterner, mais je pense que j'en vois pas. Non, aucune question en ligne pour le moment. Parfait. Bon, ben on va continuer là, en salle. Allez-y, madame. Vous pouvez vous Merci. présenter aussi. Émilie Gaudreau-Lavoie. En fait, j'ai une première question qui, selon la réponse, il y aura peut-être une deuxième question. J'aimerais juste arriver à mieux préciser, là, avec peut-être des éléments physiques, la ligne sud de cette partie nord. Qu'est-ce que c'est, en fait? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la ligne d'hydro, mais je n'arrive pas à déterminer où est-ce que ça se trouve. Oui. Je peux me permettre, je peux y répondre. Je ne sais pas si vous connaissez bien les coopératives d'habitation qui seront sur le bord Couture. Bon, ils se retrouvent juste où le pointeur laser. Bon, mais ça se retrouve être dans la continuité de la limite nord de ces propriétés-là. En réalité, ça suit une ligne de lotissement actuelle. On sait que le secteur des anciennes terres agricoles, il y avait on pourrait dire un lotissement de territoire agricole en forme d'étoile dans le secteur. Donc, ça suit vraiment à partir des coopératives d'habitation avec un axe nord-ouest, on pourrait dire, là. Donc vers l'ouest. Donc, c'est cette ligne-là là, qui est suivie. Là. Parfait. Donc, cette réponse entraîne ma deuxième question, si je peux me permettre. Si ce règlement, cette modification au schéma d'aménagement est adoptée telle que proposée, ça veut dire que c'est certain qu'entre la ligne d'hydro et cette ligne-là, ça sera de l'industriel. Il n'y aura pas possibilité de mettre de l'habitation dans cette portion-là parce que le schéma n'aura pas été modifié en ce sens. Est-ce que je comprends bien? Effectivement. Parfait. Merci. OK. Non, c'est bon. C'est bon. Je comprends que on avance bien. Il y a une madame qui s'approche au micro. May I present my question in English? Oh, we're not used to this in Quebec City. Je peux répondre en Am I- français après. Ouais. Okay, well, I could try in French, but I think my name's Donna Hicks. But you can speak English and then we'll try to translate. Allez-y. Okay. My question is, when before you, with the other, what do you call it, slide, you said you're going to conserve two parts. I would like them with their laser, show us exactly what parts you're referring to. Donc, quelle partie on conserve sur la carte? Ouais. Parce que c'était l'autre. Peut-être sur la première. Exactement. Oups, Non. c'est trop loin. Yeah. Donc, Merci. Donc, la question, c'est à savoir. Avez-vous un laser? Oui, c'est ça. pointé, Oui, peut-être? oui. Donc, la partie, je vais répondre en français. Ben, vous nous direz si vous comprenez bien, sinon on essaiera de traduire. OK. OK, madame comprend très bien. Parfait. OK, Donc- parfait. Donc, ce qui est visé actuellement, qui n'est pas visé par le PPU, donc actuellement, puis comme ça a été mentionné par Mme Colombe-Leduc, dont l'objectif est la conservation de ce territoire, c'est toute la portion ouest du ruisseau central. Donc, actuellement, qui est vraiment visé pour de la conservation intégrale. C'est sûr que dans la partie est, c'est pas parce qu'il y a du développement qu'il n'y aura pas de conservation. C'est juste qu'à cette étape-ci, on n'est pas capable de vous dire les endroits exacts, mais à l'ouest, comme on dit, c'est une volonté, c'est un objectif de conserver l'ensemble. Puis à l'est, il va y avoir une trame là, qui va être conservée à travers le développement. Est-ce que ça vous répond à votre question, madame? Vous pourrez venir au micro Faudrait pour venir, l'enregistrement. J'ai trouvé ça un peu vague. Vague? Like, pas clair. Pas clair. Like, really flou. Comme, Qu'est-ce que vous trouvez pas clair? well, like, can I say it in English? Okay. I understood that, but on the right-hand side or the est, like, where exactly? Like, you don't know? Not yet. Okay, thank you. Merci. Je pense qu'il y a toujours personne en ligne. On peut continuer de s'approcher au micro. Monsieur Turgeon du Conseil des quartiers des Châtelles. Bonsoir. Justement, sur cette carte-là, j'ai abordé le sujet hier avec la conseillère, Mme Marie-Josée Asselin. Quand on dit que le RCI va protéger le côté ouest du réseau central, ce n'est pas exact parce que c'est plutôt la portion bleu-mauve qui va protéger les... Tout l'est
puis la portion bleu mauve, c'est les milieux humides d'intérêt. Donc- Mais tout l'ouest est protégé. Puis ce que vous voyez en hachuré, ce sont les milieux humides d'intérêt. Donc, Non, ce que je dis, c'est que la portion bleu-mauve, qui sont les milieux humides, c'est ça qui est protégé par le RCI. toute la portion ouest est protégée. Ben, je vais me permettre une petite précision. Le RCI vise effectivement la trame hachurée. Effectivement. Oui. Mais ultimement, ce qui voit à la conservation, c'est toute la partie ouest. Oui. Oui. Et le RCI, à l'échelle de l'agglo, et Guillaume a raison, je m'excuse, je n'ai pas compris votre question, concerne effectivement les milieux humides d'intérêt. Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, parce que aussi, c'est que ultimement, ce qui voit à la conservation, ce n'est pas que la partie hachurée. Parce que ça, la partie hachurée, ce ne sont que les milieux humides d'intérêt. Mais je sais aussi que dans la portion sud, il se trouve aussi un boisé qui est très intéressant. Donc, nord, c'est tout nord, le boisé, ou je ne me rappelle plus, je m'excuse. Donc, je pense que ce qui est pertinent, le point que vous soulevez, M. Turgeon, est très pertinent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ensemble de la partie ouest qui va être voué à la conservation. Mais c'est quoi votre préoccupation, en fait, en lien là, parce avec que- l'espace protégé? C'est parce que les propos initialement disaient tout l'Ouest va être entièrement protégé par le RCI. Ce n'est pas exact. Donc, il y a une partie, il y a peut-être 25 à 30 qui n'est pas couvert par le RCI du côté ouest et que c'est une portion qui m'inquiète un peu, qu'il n'y ait pas de protection pour le moment. Là. OK. Bon, ben, on accueille bien les préoccupations là, concernant le secteur ouest. C'est sûr que pour ce soir, on n'avait pas beaucoup d'éléments à amener. Comme on sait, il y a toujours des négociations et des échanges en cours là-dessus. Est-ce qu'on aurait davantage d'éléments à apporter? Oui, Guillaume? Oui, j'apporterai peut-être une précision qui va peut-être aider là, les citoyens. C'est qu'effectivement, le RCI actuel, c'est un règlement de contrôle intérimaire, donc c'est une mesure transitoire qui vise les milieux humides d'intérêt, effectivement, de la portion ouest. Mais l'objectif, comme on l'a mentionné depuis tantôt, c'est de protéger l'ensemble du territoire ouest, qui comprend des milieux humides d'intérêt, des superficies boisées uniquement, etc. Donc, le jour qu'on va avoir une entente formelle, mais l'objectif, ça va être de pérenniser cette protection-là à l'ensemble du territoire et non pas cibler uniquement sur les milieux humides d'intérêt du territoire ouest. C'est bon. Donc, je reviens à ma question. Je reviens à notre territoire concerné ce soir, la partie nord-est. Ça va devenir du urbain Québec. Est-ce que la portion initialement prévue de tampon entre la zone urbaine et la zone industrielle, est-ce qu'elle va se retrouver dans cette portion-là qu'on définit ce soir-là? OK. Est-ce qu'on aurait des éléments de précision sur une zone tampon? Juste pour clarifier, zone tampon, c'est un espace vert, mettons. Oui, on avait parlé initialement, vous aviez parlé initialement d'un corridor de biodiversité. Mais là, je pense que ça a été un peu abandonné, ce principe-là. Donc, il va y avoir sûrement une zone tampon entre les deux zones. Est-ce que cette zone tampon-là de verdure sera du côté du territoire concerné ce soir? Fait que je comprends que l'inquiétude ici, là, c'est si les corridors de biodiversité qui avaient été, on les avait retravaillés à plusieurs reprises. Là, vous avez participé à plusieurs mesures de consultation l'année dernière. Est-ce que ces corridors de biodiversité sont maintenus? C'est sûr que là, ce soir, on s'adressait plutôt à la question de l'aire d'affectation résidentielle, mais je me tourne vers Mélissa. Bien, il va y avoir des zones non développées dans la partie est. Mais là, avec votre question, on est en train de se projeter dans ce qu'on va amener comme proposition martyre, si je peux me permettre, pour le PPU. Donc, ce n'est pas l'objet de la consultation ce soir, M. Turgeon, mais il va y avoir des corridors. Je peux poser la question autrement. Est-ce que si on faisait une zone tampon, ça pourrait s'instaurer dans cette portion de ce soir? Donc, vous voulez savoir, ça serait du côté de l'affectation Québec urbain ou du côté de l'affectation industrielle? Oui, c'est tout à fait possible. Là. On n'est juste pas à ce niveau de détail-là avec une modification au schéma, tout simplement. Bon. Merci. OK. Merci. Oui, au micro, je pense qu'il est un peu haut pour toi, par contre. Je ne sais pas si... Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci.
J'avais une question. Tu peux te présenter aussi, tu veux? Je m'appelle Aurélie. Aurélie? J'avais une question sur le territoire proche de l'école Notre-Dame-des-Neiges. Savez-vous qu'est-ce qui va occuper le territoire? Oh, je pense qu'on entre ta question est très bonne, puis je comprends ton inquiétude parce que toi, tu vas à cette école-là. Oui. Malheureusement, ce soir, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'éléments à amener, là. C'est comme une consultation assez académique qu'on avait parlé aujourd'hui. Donc, mais je ne sais pas si on aurait des éléments à amener. Oui, Guillaume? On peut amener quand même un élément de précision. Vous savez, actuellement, il y a un bassin de rétention, un espace où on emmagasine de l'eau. Ce bassin-là, dans les faits, la ville s'est portée acquéreur ou est en processus d'acquisition actuellement pour pérenniser l'ouvrage. C'est sûr qu'il y a des études en parallèle qui sont à faire pour savoir est-ce qu'il y a la bonne superficie, est-ce que son aménagement est correct. Mais pour le moment, ce qui est dans les plans, c'est ce bassin-là qui soit maintenu là, environ de ce secteur-là. OK, d'accord. Merci. Merci à toi. On avait une deuxième question. Moi, mon nom, c'est Anaïk. Puis, on voulait savoir, c'est quoi que vous allez faire avec les animaux parce qu'il y a des animaux qui habitent dans la boisée. OK, merci pour la question, Anaïk. Je comprends vraiment l'inquiétude par rapport aux animaux. Alors, je vais être plate de nouveau. Malheureusement, on n'a pas énormément d'éléments là-dessus ce soir. Ça a été pris en compte, on l'a beaucoup entendu l'année dernière là, lors des consultations publiques. Et puis, on espère là, que la présentation du PPU, là, ce grand document, cette grande planification au mois d'avril va pouvoir amener plus d'éléments de réponse par rapport à ça. Mais Peut-être juste, puis Alexandra a tout à fait raison, Anaïk, mais je fais un petit peu de bond sur la question que M. Turgeon, avant vous, a posée. Vous avez compris que toute la partie qui se trouve à gauche, Pointillé-Noir, va être conservée. Ça ne veut pas dire que dans la partie qui se trouve à droite, tout va être développé. Il va rester des corridors qu'on dit de biodiversité. Donc, ça a été, entre autres, pour prendre en considération l'existence de plein de types de faune différentes. Donc, les animaux. OK, merci. merci. Oui, madame. Bonjour. On remonte le micro. Allez-y. Isabelle Huot. Moi, je voudrais savoir par rapport à la partie gauche. Donc, vous dites que ça va être de la conservation, mais ce que j'ai entendu dans les conseils de quartier, c'est que c'est souhaité que ce soit de la conservation, mais il n'y a pas d'entente encore de fait. Madame Asselin parlait de faire une demande d'argent au fédéral pour acheter ces terrains-là. Admettons que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive? Nous, ce n'est pas un scénario qu'on considère possible actuellement. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'entente conclue, mais en ce moment, tous les efforts sont consacrés à ce qu'il y a une entente et il n'y a aucune raison de croire en ce moment là, que ça pourrait achoper cette situation-là. Donc, il y a des OBNL qui travaillent avec nous, qui ont accès à des fonds. La ville est prête à mettre des sous. On sait qu'il y a un don écologique d'équivalent de 15 millions de dollars aussi du groupe de l'air qui est sur la table. Donc, nous, en ce moment, tous les efforts sont mis pour qu'il y ait bel et bien conservation. Donc, c'est le scénario sur lequel on travaille actuellement. Oui, ça, je comprends, puis je suis contente, mais admettons qu'on on va en élection, puis qu'il n'y a rien de réglé. Est-ce que cette partie de conservation pourrait être éliminée? Il y a un règlement de contrôle intérimaire sur les milieux humides hydriques. Précision de M. Turgeon, elle est pertinente. Donc, ce règlement il faudrait lever le règlement de contrôle intérimaire, qui est quand même un règlement qui est adopté au niveau de l'agglomération pour pouvoir le développer. Donc, moi, je suis très confiante que les discussions aboutissent. Maintenant, quand? Malheureusement, je ne suis pas capable de prédire l'avenir, mais tous les efforts sont mis pour que ce soit conclu le plus rapidement possible. Alexandra, si je peux me permettre, il y a Mme Asselin en ligne qui voudrait ajouter un complément. Oui, on va. va. Pas très long. Oui, pardon. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien. Allez-y, Mme Asselin. Ce ne sera pas très long, en fait. Je comprends très bien l'essence de la question, puis on en a parlé à quelques reprises, là, notamment au conseil de quartier. Donc, on a soumis, j'en ai parlé hier soir aussi, une demande dans un fonds fédéral dans lequel la Ville devait s'engager financièrement pour quand même un très bon montant. Cette lettre d'entente-là de la Ville a été déposée en garantie financière. Il y a Canard Illimité, Capital Nature, Groupe d'alerte dans l'équation. Et les citoyens ont fait un super travail de mobilisation. Puis aujourd'hui, c'est aussi le moment de mettre ces efforts de mobilisation-là du côté des 2 autres paliers de gouvernement pour qu'on puisse aller chercher ces sommes-là. La Ville a déposé son plan financier, mais je vous invite à contacter aussi les différents paliers de gouvernement provinciaux, fédéraux, pour vous faire entendre pour que ce dossier-là avance. Mais ma collègue l'a dit, ce n'est pas un scénario qu'on envisage que ça ne fonctionne pas. Il y a des sous du côté de la protection des milieux humides hydriques, de la restauration, de la mise en valeur de milieux humides hydriques aussi. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Puis, en faisant affaire avec Canard Illimité, Capital Nature, qui sont des organismes de conservation, bien, ça vient donner beaucoup de crédibilité à l'ensemble de la démarche là, auprès des différents paliers de gouvernement. Merci beaucoup des précisions, Marie-Josée Asselin. Puis, voilà, on peut continuer. On n'a pas pris beaucoup de questions en ligne. Dominique, est-ce qu'on aurait des mains levées en ligne? Oui, tout à fait. On a Mme Joanne Chabot qui souhaite prendre la parole. Vous pouvez Bien sûr, activer votre micro. Donc, Mme Chabot, je vous ai autorisé à ouvrir votre micro. Oui, pardon, excusez-moi. Merci pour tout ça. Du côté S, il y avait des milieux humides d'intérêt. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'on aurait. OK, fait que je comprends que vous avez une préoccupation là, pour. Est-ce que vous voulez voir cette protection maintenue pour ces milieux humides d'intérêt-là? Oui, c'est ça, tu sais, parce que je sais qu'il y avait quand même une grande partie de milieux humides d'intérêt du côté S. Puis là, on ne le voyait pas du tout sur la carte. Tu sais, il n'était pas assuré du côté S. Fait que je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'y a même pas question de protéger ça, ou est-ce qu'on peut, à cette étape-ci du schéma d'aménagement, dire ben il faut qu'il y ait un certain pourcentage ou quelque chose qui les protège. C'est ça. Parfait. Bien, écoutez, j'entends bien votre préoccupation. Puis je vois mon collègue Guillaume Langevin lever la main pour amener des éléments de réponse. Oui. Juste préciser que le règlement intérimaire, le RCI, ce n'est pas une finalité en soi pour protéger les milieux humides d'intérêt. C'est l'un des moyens qui existent. Comme on vous l'expose, le PPU maintenant a été réduit à la portion l'Est. On est en démarche de conciliation actuellement dans le cadre du PPU. Donc, l'objectif actuellement, c'est de bien déterminer les secteurs qui vont être voués au développement résidentiel, telle est la proposition, se voué à du résidentiel, du industriel également. Mais à travers le reste, il va y avoir une trame de conservation dans laquelle il y aura les usages à proprement parler pour la conservation qui va que le même effet, sinon davantage qu'un RCI. Donc, on vous dit, ça va être vraiment traduit, ces orientations-là, pour la portion Est, dans le cadre du PPU. Parfait, merci. Donc, je comprends qu'il faut avoir encore un petit peu de patience pour avoir davantage là, de détails sur qu'est-ce qui va arriver précisément dans ce secteur-là. Donc, merci beaucoup, Mme Chabot, là, pour votre question. Alexandra. Oui, On a Julie Deslandes qui souhaite ajouter un complément d'information. Écoutez, mon collègue Guillaume a très bien répondu à la question. Là, actuellement, là, la conciliation là, qu'on souhaitait voir atterrir pour la partie Est qui avait été nommée là, dans le plan régional des milieux humides et hydriques, ça va vraiment être traduit via la conciliation qui va se faire dans le travail du plan particulier d'urbanisme. Fait que, il va y avoir des modifications là, au niveau réglementaire là, ou des mesures de conservation qui vont être prises pour les milieux pour lesquels on souhaitera une conservation. Parfait. Merci beaucoup, Julie, qui est conseillère en environnement. Comme vous le savez, elle accompagne aussi
le projet là, depuis ses tout débuts. Et elle a aussi piloté le plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, j'ai une question en salle. Puis ensuite, je vois quand même plusieurs mains levées en ligne. Donc, en 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, j'ai 2 questions. Oui. Alors, Peut-être nous la rappeler première, votre j'aimerais avoir vraiment une réponse précise parce que j'ai pas lu le RCI. Je pense pas qu'il y a bien des gens qui l'aient lu ici. Du côté Est, est-ce que les milieux humides d'intérêt sont explicitement exclus pour l'instant, donc qui ne sont pas du tout protégés et objets de négociation parce que déjà exclus du RCI? J'aimerais avoir une réponse. Puis après ça, j'ai une autre petite question. Bien, là, je comprends que vous, votre préoccupation, c'est que les milieux humides d'intérêt identifiés à l'est du site ne sont pas protégés par un RCI. Je pose la question, je Ouais. n'ai pas la réponse. Je voulais savoir s'il y a d'autres. C'est quand même une protection pour ces milieux humides-là? Non, j'ai demandé, est-ce que les milieux humides d'intérêt du côté Est sont exclus ou inclus de la protection du RCI? OK. Donc, une réponse assez simple. Je pense que je laisserai quand même peut-être la parole à Julie Deslandes qui relève la main. Oui, effectivement, comme je viens de le mentionner, là, ben, pour répondre à la question, oui, les milieux humides à l'est, les milieux humides d'intérêt, ont été exclus de la protection là, attribuée par le règlement de contrôle intérimaire. Le choix a été fait de cette façon-là parce qu'actuellement, il y a la démarche du plan particulier d'urbanisme qui va faire atterrir des mesures de conservation pour les milieux d'intérêt qu'on va souhaiter conserver, notamment là, dans certains corridors là, sur ce territoire-là. On comprend donc que la ville elle s'enlève un moyen de négociation avec le promoteur. Je pense qu'il faut comprendre ça ici. Je pense qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'ils sont exclus du RCI parce qu'on est dans une démarche de conciliation, ce qui ne veut pas dire, en fait, que 100% des milieux humides d'intérêt qui se trouvent à Est vont être développés. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Non, mais il faut comprendre qu'on s'est enlevé une marge de manœuvre pour négocier. Madame, Donc, oui, ma votre opinion, c'est bien. Allez-y. Ma question, si l'intention, c'est réellement de protéger tout le secteur à l'ouest du ruisseau central, puis éventuellement de protéger d'autres secteurs incluant des corridors de biodiversité, pourquoi justement on ne se donne pas le pouvoir à l'intérieur du SAD du schéma, pour oui. tout de suite, dès maintenant, d'avoir une grande affectation conservation du côté ouest, puis éventuellement parc ou conservation dans certains secteurs du côté est. Parfait, merci. Donc, je comprends de votre intervention que vous auriez souhaité que ça soit déjà intégré dès lors là, au schéma une conservation à l'ouest. Est-ce qu'on aurait des éléments du côté des urbanistes? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend? OK. Ah, là, Je me disais bien. Oui, au fond, il ne serait pas possible actuellement là, de mettre une affectation conservation au niveau du schéma d'aménagement. En tant qu'agglomération, là, on s'exposerait à des recours en expropriation, en fait, là, auprès des propriétaires terriens qui seraient visés par cette affectation-là. Habituellement, là, une aire de conservation, c'est vraiment sur des propriétés publiques. Voilà. Merci des précisions. Donc, tel que mentionné, en fait, les négociations sont toujours en cours. C'est ça? Parfait. Donc, ce n'était pas possible pour l'instant de s'avancer de ce que je comprends. Parfait. Merci beaucoup. Ah, j'ai mentionné, on avait quelques personnes en ligne. Si vous voulez être patiente, madame, je pense que je vais prendre une question en ligne. Dominique? Oui, donc on avait Madame Marie-Ève Martel qui avait levé la main. Madame Martel, allez-y. Donc, il y a toujours un petit délai, je m'excuse là, pour autoriser l'ouverture du micro. Oui, mon micro vient d'ouvrir. Alors, merci.
La dame qui vient de s'exprimer, là, qui est habillée en noir à côté du monsieur, là, son nom, c'est? Ben, Donc, moi? Oui, Ah oui, oui, oui. ah, OK, je crois pas la citoyenne, on va garder un petit peu d'anonymat ici quand même. Madame Rose, c'est Rose, elle est conseillère en OK, urbanisme. d'accord. Alors, j'avais oublié son nom. Rose vient de clarifier quelque chose par rapport à la conservation, hein, la grande affectation conservation, mais j'ai pas bien compris s'il s'agissait du secteur ouest ou du secteur est. Si sa réponse concernait le secteur est ou le secteur ouest. Est-ce que je pourrais avoir une précision? Oui, bien sûr, mais vas-y, Rose. Oui, au fond, la question là, portait sur le secteur ouest, mais ma réponse peut faire pour tout territoire sur l'agglomération, là. Au fond, c'est ça, là, on ne pourrait pas mettre une affectation conservation sur un terrain privé sans avoir d'entente ou quoi que ce soit. Habituellement, une aire d'affectation conservation, c'est sur une propriété publique. OK, alors mon autre question, c'est concernant les autres types d'aires, les autres types d'affectation, de grande affectation. Il y a aussi celui de parc et espace vert. Ce que vous avez dit à l'instant, est-ce que ça concerne aussi cette affectation-là? Oui, tout à fait. C'est le même principe pour l'affectation parc et espace vert, là. C'est le principe aussi là, d'accès public, là. Tu sais, ces affectations-là permettraient un accès à tous. C'est sûr que si on vient mettre cette affectation-là sur un terrain privé, on voit qu'il y a un certain conflit. OK. Alors, monsieur à votre gauche a dit tout à l'heure qu'au niveau du PPU, on pourrait s'assurer de la conservation. Donc, je comprends que vous avez d'autres outils dans votre sac qui permettent une protection similaire, mais au niveau de la municipalité. C'est bien ça? Oui, mais c'est le même principe. On sait qu'à l'est, bon, il va y avoir une trame verte. Bon, ben ça, dans l'objectif, il va y avoir une partie que la ville va devenir propriétaire. Donc, on pourra à ce moment-là mettre une aire d'affectation ou un zonage de conservation ou de parc et espace vert dans ces propriétés-là, là, dans le cadre de la démarche de PPU. Ah, OK. Alors, je comprends bien que la ville, pour mettre un statut protection, espace vert, doit acquérir le terrain. C'est bien ça? Oui, être propriétaire ou un organisme voué à la conservation haute avec des ententes, là, c'est parmi les moyens, oui. OK, merci. Merci. Fait qu'on va continuer. Je vais prendre une question au micro, puis on pourra continuer ensuite, peut-être prendre 2 mains en ligne, parce que je vois que ça fait un petit moment. Donc, madame au micro. J'ai de la suite dans les idées. Je reviens avec ma question tout à l'heure. Là, on voit mieux ici où est-ce que se situerait la ligne là, de la portion nord qui nous intéresse ce soir. En fait, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu au-dessus de... Ou le petit feu? Ou le petit croche? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que ça a été calculé la proportion de cette portion-là, donc usage d'habitation, par rapport à l'ensemble du secteur Est? Et j'aurai une deuxième question en lien avec ça. Donc, quelle proportion ça occupe désormais l'aire d'affectation résidentielle versus le grand ensemble? Est-ce qu'on a un élément par rapport à ça? Je pense qu'on n'a pas de superficie précise. Là. Ben, on peut le voir à vue d'œil. Là, grosso modo, c'est vraiment tout ce territoire-là ici qui deviendra une affectation urbain Québec, donc de couleur jaune. Ça représente peut-être, je dirais ça, 40 du territoire du PPU, donc tout ce qui est à l'est là, du réseau central. Donc, ben, c'est à peu près ce que j'avais en tête aussi. Ça veut dire que, si je comprends bien, selon les priorités que la Ville envisage pour le développement de ce secteur Est, vous voyez plus de besoins en matière d'espace industriel que d'espace d'habitation et de commerce. C'est comme ça que je le comprends? Oui, je pense qu'on est plus limité quand on regarde à l'échelle de l'agglomération, puis considérant, on l'a déjà nommé, là, vous étiez dans les précédents exercices, je pense qu'on était à 2,7 de taux d'inoccupation dans les parcs industriels. On mène d'autres chantiers réglementaires là, pour venir densifier tout ça, mais mon point, c'est les possibilités
en termes de développement industriel sur le territoire de la ville sont beaucoup moindres actuellement, là, versus là où on peut faire de la densification en matière résidentielle, du développement résidentiel. Donc, c'est peut-être pour ça. Pour répondre à votre question, là, c'est en considérant les besoins aussi, puis la possibilité en termes de développement qu'on a à l'échelle de la ville et de l'agglomération pour répondre à ces besoins-là. Le souhait, ce n'est pas nécessairement non plus de venir comment je pourrais dire, faire carrément des nouveaux parcs là, industriels. Là. C'est de prendre les espaces dont on dispose déjà puis voir comment on est capable de concilier avec les autres besoins aussi. OK. On peut donner des opinions en tout respect. Je pense que il y aurait une meilleure acceptabilité sociale avec un partage un peu plus porté vers l'habitation que vers l'industrie. Merci. Bien, merci à vous. Donc, c'est très clair. Donc, une proposition un peu de modification puis d'affecter davantage de résidentiel que d'industriel pour le secteur à l'Est. C'est une proposition très concrète. Donc, merci beaucoup et très adaptée, en fait, pour notre niveau schéma. Là, on avait pris un deuxième tour de parole, puis j'ai des gens en ligne. Je vais prendre des premiers tours de parole en ligne rapidement. Je vais essayer de me rappeler à l'ordre moi-même. Donc, Dominique, peut-être, madame, si vous voulez vous rasseoir quelques instants. Je ne veux pas qu'on se fatigue pour rien. Donc, Dominique? Oui, donc pour la prochaine personne, Matt P. Vous allez pouvoir prendre la parole. Oui, bonjour. Dans les faits, merci pour la parole. Mon nom, c'est Mathieu. C'est surtout une demande de clarification concernant la zone ciblée, là, clairement, de ce soir. Bon, je comprends que la question des zones tampons, la hauteur des bâtiments, ça ne fait pas partie de l'objet de la discussion qu'on a en ce moment, même si c'est clairement d'intérêt. Mais je constatais dans les premières acétates qu'il y avait dans le libellé, dans le fond, la zone jaune, c'est pas nécessairement résidentiel, mais c'est urbain. Je voulais juste clarifier cette compréhension-là, s'il y avait quand même une possibilité qu'il y ait certains commerces, comme je voyais, de commerce de détail, ou c'est quoi en ce moment qui serait ciblé? Est-ce que c'est surtout du résidentiel ou il y aurait quand même une possibilité quand même que ça soit assez large, là? Donc, merci. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on s'était même parlé au téléphone hier matin. Donc, Absolument, j'apprécie merci. Vous aviez promis d'être présent ce soir, vous êtes là. Est-ce qu'on pourrait donner des précisions, en fait, sur qu'est-ce qu'on peut retrouver une fois qu'on a une zone urbaine? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, là, chaque grande aire d'affectation vient avec comme un paquet cadeau là, d'usage qui est automatiquement associé. Donc, on voit ici la liste là, spécifiquement pour le Urbain Québec. Donc, pour répondre à votre question, là, on voit effectivement que tout ce qui est administration, services professionnels, vente au détail, ça serait permis. Là, puis c'est d'ailleurs des groupes d'usage qui sont envisagés pour la suite des choses là, au niveau de la réglementation municipale. Merci beaucoup. Ça répondait, oui. Oui. Oui, ça répond, merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une deuxième nouvelle main, première main en ligne. Dominique? Oui, donc on va poursuivre avec M. Robert Nadeau. Bonjour, justement, pour faire suite, mon nom c'est Robert Nadeau, pour faire suite à l'intervenant qui vient de discuter, ça fait quelques reprises que j'entends monsieur et madame à gauche qui parlent dans le nouveau quartier proposé, j'entends le mot industriel aussi avec le résidentiel. Je veux juste être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si on parle de commerce au détail, un dépanneur, un affaire de même, c'est autre chose, mais si on dit industriel, moi, ça m'écope un genre de cabaneau transport ou autre. Je veux juste m'assurer qu'on parle bien de résidentiel dans le nouveau plan, dans la zone jaune qu'on parle. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il n'y aurait pas d'industriel dans le secteur résidentiel? Oui. Dans l'aire d'affectation, oui? Oui, effectivement, là, ce que mon collègue est en train de pointer, là, à l'intérieur des pointillés, tout ce qui est en jaune, l'industriel ne serait pas permis. OK, parce qu'à quelques reprises, on a parlé dans les discussions, madame aussi, elle disait des fois le mot industriel dans cette section, cette zone-là, pardon. Fait que c'est vraiment juste industriel qu'on parle là. Commercial, je veux dire, pas commercial, mais résidentiel, désolé. C'est parfait. Merci. Au fond, juste pour clarifier, c'est que l'industriel, c'est ce qui est actuellement permis, mais nous, on propose la modification, justement, de changer ça. Okay. Parfait. Merci. Merci.
pour ce secteur-là en particulier. Merci beaucoup. Donc, encore en premier tour de parole en ligne. Oui, donc on a M. Christian à qui je vais autoriser l'ouverture du micro. Est-ce qu'on m'entend? Non. Oui. Oui. Oui, bonsoir. Alors voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait un partenariat avec Canard Illimité. Et je me demandais si on pouvait savoir de quel montant on parlait pour cette participation, ce partenariat. Et également, il y a des accès d'entrée. Je voulais savoir s'il y avait des accès d'entrée prévus pour avoir accès à l'aire protégée, parce qu'actuellement, c'est assez difficile d'avoir accès aux sentiers. Il y a l'autoroute d'un côté à l'ouest, il y a un quartier résidentiel au nord, et ensuite, il va y avoir le développement industriel. Est-ce qu'il y a des points d'accès qui vont être facilités pour avoir accès à la zone protégée? Oui, bien, j'entends bien vos questions, là, M. Christian. Peut-être pour les montants. Les montants. Puis Ben, on ne peut pas, il n'y a pas de montant là, ce soir, M. Christian. Je m'excuse, je n'ai pas votre nom de famille dont on peut parler. Pardon? Christian Beau. Beau, M. Beau. Donc, il n'y a pas de montant actuellement là, dont on peut parler pour la partie est. Non, ouest, je m'excuse, actuellement. Mais juste pour vous donner peut-être une idée du genre de montant dont il peut être question, il était mentionné un peu plus tôt lors d'une question d'Aurélie, je pense, que la Ville a acquis au début février le bassin de rétention là, dans le nord du site, le bassin Castonguay. Et on parle dans ce cas-là de 5 hectares de terrain et on l'a acquis pour le montant de 11 420 000. Donc, ça donne un petit peu une idée là, des montants quand même dont il est question. Parfait. Il y avait eu des questions aussi. Je pense qu'il y avait une inquiétude par rapport sur les chemins d'accès. Les chemins d'accès, c'est ça. Mais ça, M. Beau, c'est des précisions qu'on va être capable de vous amener quand on va être rendu à l'étape du PPU. Donc, je comprends que c'est un niveau de détail qui vous intéresse puis que vous avez besoin, mais ce n'est pas des informations qu'on est capable de vous partager ce soir. Il faudra être présent malheureusement à la fin avril. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, là, je pense qu'on peut entrer dans les deuxièmes tours de parole. Donc, Madame au micro. Encore dans le Hicks. Je vais sortir en français. Je veux savoir, côté l'Est, en bas de la coop, cette partie-là qui sera industrielle, est-ce que sera un corridor vert entre les maisons de Boulevard Couture puis la partie industrielle? Donc, vous avez l'inquiétude qu'il y ait une espèce de zone tampon naturelle entre le secteur résidentiel et le secteur industriel. Juste pour savoir, est-ce que les maisons qui sont là, est-ce que sera comme une industrie juste en arrière? Oui, je comprends bien votre inquiétude. Est-ce qu'on a des éléments de précision? C'est sûr que l'année dernière, on avait montré un schéma avec des corridors. On les a? Je peux bien Ben, vas-y. C'est sûr, c'est des éléments qui vont être présentés dans le cadre du PPU, mais c'est sûr et certain que la volonté, c'est de prévoir des zones tampons entre le milieu industriel et le milieu résidentiel établi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais actuellement, là, on ne peut pas vous donner des détails sur la forme, leur profondeur, etc., mais c'est sûr et certain que c'est ce qui est prévu et c'est les orientations là, qui sont souhaitées. Merci beaucoup pour les précisions. Alors, au micro, en premier tour de parole, Madame Chabot. Oui, bonjour. Je m'excuse. Je crois que Julie voulait prendre la parole. OK, bien, assez succinctement, je pense qu'on avait bien répondu, mais Julie, vas-y. Je vais y aller rapidement. Juste rappeler là, que derrière les coopératives, hein, il y a eu un projet de restauration de cours d'eau, là, le ruisseau Sainte-Barbe, qui était canalisé sur 400 mètres linéaires. C'est quand même un grand projet là, de 2,6 millions. Là. Puis ça, c'est des milieux là, qui vont être mis en conservation, qui ont été achetés et restaurés là, par la Ville de Québec
via un fonds provincial et de l'argent de la ville. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui va demeurer. Puis, il y a quand même un aménagement aussi qui est présent là, aussi plus au sud, là, au niveau du gros bassin de rétention là, qui a été intégré. Là. Fait que ça, c'est deux éléments là, de barrière là, qui vont être présents là, d'espace vert. Ben, merci beaucoup, Julie. Puis, effectivement, des éléments qu'on n'avait pas encore rappelés ce soir, là, donc c'est bien apprécié. Donc, Mme Chabot, qui est présidente du Conseil des quartiers des Châtelles. Bonjour. Donc, en fait, moi, ce que je me questionne, maintenant qu'on connaît un petit peu plus là, la situation projetée où on envisage 60 industriel, 40 urbain, résidentiel, je pense que c'est ça le terme. Je me questionnais à savoir, à travers les travaux de consultation du PPU, comment la Ville va s'assurer que les citoyens qui vont être dos à tout ce qui est industriel vont être informés des travaux de consultation pour pouvoir y participer, parce qu'on invite la population en général, mais parfois, j'ai l'impression que les gens ne sont pas au fait de tout ce qui se passe au niveau des consultations. Puis en tant que présidente du Conseil des quartiers, souvent, une fois que les dés sont jetés et que les bâtiments sont construits et que les entrepôts d'entreposage, de ci et de ça sont installés, bien, c'est là que les citoyens viennent voir le Conseil des quartiers pour mentionner les désagréments liés à l'installation de projets industriels derrière un quartier résidentiel. Donc, je suis préoccupée parce que encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui ne sont pas au fait là, de ce qui est projeté. Puis, je crois qu'il y a un effort peut-être à faire là, pour continuer à informer sur les possibilités des citoyens à venir participer et commenter parce que ce soir, la salle est quand même très peu peuplée et je suis très surprise parce que les citoyens là, qui vont être derrière l'industriel, ils vont venir remplir la salle du Conseil de quartier éventuellement, je m'en doute. Donc, j'aurais peut-être voulu en savoir un peu davantage. Oui, tout à fait. Je comprends bien, là, Mme Chabot, là, votre préoccupation. En fait, je vais mettre mon chapeau de conseiller en consultation rapidement. Comme vous le voyez là, ce soir, en fait, c'est un peu, c'est plus abstrait la consultation de ce soir. Mais il est déjà prévu d'avoir une distribution d'un avis porte à porte à grande échelle, comme l'année dernière, à 5000 portes dans le secteur. Donc, les gens vont être bel et bien informés là, des consultations publiques à venir qui sont plus concrètes. C'est déjà, la commande est déjà passée. Ça peut rassurer. Puis, merci là, de ce rappel également. Là, on sait qu'on ne veut pas donner trop de troubles non plus au conseil des quartiers là, dans le futur, évidemment. Donc, merci beaucoup. Alexandra? Oui? Je mettrais juste une petite précision. Quand on parle de la répartition à 40 60 industriel, résidentiel, ça, c'est au niveau de l'aire d'affectation du schéma d'aménagement. Ce n'est pas la finalité au niveau concrètement du zonage et qu'est-ce qui va être construit. Hein? Parce que, comme on dit, la trame verte, elle se retrouve à être intégrée au travers de tout ça. Donc, ce n'est pas une proportion exacte. Il ne faut pas partir en disant que c'est 60 industrie, 40 là. Merci. On va prendre les interventions en ligne. Je pense qu'on entre dans les deuxièmes tours de parole en ligne également. Oui, simplement, on avait reçu une question par écrit, mais je pense que c'est le genre de question qu'on va pouvoir répondre là, à la fin avril. Mais c'était Mme Maëva qui se demandait, donc je comprends que si le projet se concrétise, il y aura une partie consacrée pour le développement d'habitation. Donc, quel type d'habitation prévoyez-vous construire? Est-ce qu'il y aura des logements sociaux? Combien de logements, etc. Donc, si ma compréhension est bonne, on va pouvoir y répondre à la prochaine rencontre. Ça hoche de la tête de mon côté. Donc, oui, effectivement, il va falloir être encore un petit peu patient. Merci. Parfait. Donc, pour moi, j'ai personne au micro ici. Fait que tu peux... Parfait. Donc, pour le deuxième tour de parole, on a M. Christian Beau. Décalage. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Beau. Oui, excusez-moi, non, je n'ai pas demandé de questions, mais des questions ont été posées précédemment, désolé. OK, c'est une petite confusion parce que votre main était encore levée en ligne, donc Dominique, elle pourra...
Elle pourra le descendre. Bien, merci. Excusez-moi. Donc, en fait, je vais en profiter. J'ai un premier tour de parole en salle. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Oui, Martin Bérubé. J'aurais une question pour M. Langevin. Tantôt, vous parliez du bassin de rétention à proximité de l'école. Je voudrais savoir l'étude que vous avez sommairement abordée, là. Est-ce que ça va inclure les impacts? Parce que je voyais que le ruisseau Sainte-Barbe est complètement gommé quand on voit la partie jaune. Est-ce que cette étude-là va tenir compte aussi de l'absence du ruisseau Sainte-Barbe sur les résidents qui sont à proximité et sur les zones protégées qui sont du côté ouest du ruisseau central qui n'est pas nommé? Je suis sûr de comprendre par l'absence. Ben, le ruisseau Sainte-Barbe, c'est quoi le plan? Est-ce que c'est de l'enfouir ou... OK, Je pense qu'on ne le voyait pas sur la carte des affectations, c'est tout. OK. Non, c'est ça. La carte des affectations, je sais pas si le ruisseau à Sainte-Barbe, il n'y a pas de projet de le canaliser de toute façon. Même s'il y a une volonté municipale, on serait bloqué au niveau du ministère de l'Environnement. On ne peut pas venir. Sur l'inverse, on a fait des travaux de décanalisation, comme disait notre collègue Julie. Oui. On a fait des travaux de décanalisation derrière les coopératives, donc plutôt en phase de restauration que de perturbation là, du milieu hydrique. Là. Incluant la section nord. Section nord, effectivement. Donc, le ruisseau resterait dans son état naturel actuellement. Il n'y a aucun projet qui est pour le renfermer. Là. Non, aucun. Parfait. Puis est-ce que je peux savoir c'est qui fait cette étude-là? Est-ce que c'est la Ville de Québec vous-même ou ça a été mandaté par le promoteur? C'est la Ville de Québec ça, qui en est porteur. Parfait. Merci. On va reprendre en ligne. Oui, parfait. Donc, je ne sais pas si c'est des nouvelles mains ou des vieilles mains. Avant toute chose, je vais me retourner vers Mme Asselin qui a la main levée. Je ne sais pas si c'était pour un complément d'information. Bien, en fait, c'est en réponse à la dernière question qui a été posée par le citoyen. C'est vraiment le service de l'ingénierie et la présence du ruisseau fait partie de l'analyse en termes de volume, d'eau, de captation du bassin là, qui est derrière l'École des Neiges. Donc, il n'est pas question du tout de venir canaliser ou enfouir ce ruisseau-là. Et ce sont vraiment les équipes de l'ingénierie de la Ville de Québec là, qui font les analyses de capacité du bassin. On vient d'en faire l'acquisition justement parce que c'est un élément important dans notre capacité là, à répondre à la gestion de l'eau, puis des pluies, puis tout ça. Donc, on vient de l'acheter. Ma collègue l'a dit tantôt là, pour 11 400 quelques mille. Donc, c'est certain qu'on va le conserver, qu'on conserve le ruisseau. Là, il n'y a aucun plan autrement. Mais c'est vraiment le service de l'ingénierie, ce n'est pas le promoteur. Merci beaucoup, Mme Asselin, pour les précisions. On va continuer. Oui, donc, Mme Chabot, Joanne. C'est pas bien long. Oui, merci. Pardon. Là, ce soir, dans le fond, on peut-tu se prononcer sur la taille du zonage visé? On se prononce pour ou contre que ça devienne urbain? Oui. Écoutez, allez-y librement. Là, si vous voulez que ce soit plus large, résidentiel, moins large, vous pouvez le dire directement. On va bien comprendre votre demande. Là, c'est la consultation publique. Oui, bien, c'est ça. C'est parce que, tu sais, on a eu beaucoup d'interventions sur des choses hors sujet. Fait que là, je me demandais, c'était quoi les questions qui restaient à discuter parce que, donc, OK, la taille. Ben, moi, je serais vraiment d'avis qu'on devrait avoir moins d'industriels que de résidentiels, puis qu'il y ait d'autres coopératives, puis des commerces de proximité, mais ça, on en parlera plus tard. Je me demandais, qu'est-ce qui a décidé que ce soit 40 urbain, 60 industriel? Puis dans la partie présentement qui resterait industrielle, est-ce qu'il va y avoir une consultation, une espèce de PPU pour cette partie-là spécifique? Parce que moi, je ne voudrais pas voir comme ce qui a été fait dans la première zone. Parce que dans le fond, on dit qu'on protège les 2/3, mais il y a déjà 1/3 du total. Fait qu'en ce moment, on protège les 2/3 des 2/3 qui restent du boisé original. Okay. Donc, c'est ça. Oui, je comprends. Alors, si on doit exprimer nos souhaits, c'est que ce qui sera industriel
soit pas à l'image de la phase 1? Puis est-ce qu'on va pouvoir se prononcer? Puis en tout cas, puis j'insiste encore pour conserver le plus de verdure des petits parcs, pas juste, pas juste quelques arbres par-ci, par-là, mais vraiment des carrés de verdure. Merci. Parfait, merci beaucoup, Mme Chabot. Puis je pense que je vous engagerai, là, vous nous rappelez à l'ordre, vous êtes très efficace. Donc, on entend bien que vous recommandez que le carré qui est là soit élargi vers le sud, donc il y a une plus grande aire résidentielle et qu'elle soit plus grande que l'aire industrielle. Également, vous avez des inquiétudes là, par rapport à si on va adresser ce secteur industriel. Donc, oui, mais lors du PPU en avril. En fait, le PPU, il concerne tout l'est du site. Donc, on y revient au mois d'avril. Et par rapport à des parcs, en fait, je me permets d'intervenir parce qu'une fois, Rose m'a donné une bonne explication, là, mais c'est juste de savoir une aire d'affectation, en fait, c'est juste de dire que une majeure partie, mais ça n'empêche pas des carrés de verdure, comme mentionnait Mme Chabot, c'est ça? C'est juste de dire que sur ce grand carré, ben, c'est quand même un certain pourcentage de développement, mais il y a quand même ça. Moi, ça m'avait aidé à comprendre à l'époque. Donc, ben, merci beaucoup là, pour vos interventions, Mme Chabot. Là, on en prend bonne note et c'est bien compris là, de ce côté-ci. Je n'ai plus personne en salle qui se lève pour prendre le micro. J'ai encore une intervention en ligne. On va poursuivre avec les interventions en ligne. On est encore correct. On avait visé 21 h, il est 20 h 30. Donc, ça se passe bien. Madame Martel. Donc, Madame Martel, si vous voulez activer votre micro. Ça a peut-être été peut-être long. Ben, écoutez, on est encore là pour quelques minutes. Là, donc, si Mme Martel ouvre son micro, on va prendre son intervention à la volée. Mais là, les gens en salle, vous êtes un peu sages. Là, est-ce qu'on aurait d'autres questions, d'autres interventions? Ah, ben là, j'ai un premier tour de parole. Madame Rouleau. Oui, bonjour, c'est Catherine Rouleau. En fait, ma question relève un peu de ce que j'entends dans la salle. C'est que, tu sais, il y en a qui veulent au niveau de la proportion, puis tout ça, qu'est-ce qui est décidé. Ma question, c'est pourquoi à cette étape-ci, on fait tout de suite le changement au schéma d'aménagement? Pourquoi qu'on n'a pas attendu les prochaines étapes du PPU pour avoir la consultation citoyenne de cet espace-là pour après déterminer le pourcentage de développement? Parfait. Ben, merci beaucoup. Là, on avait parlé en début de rencontre d'une séquence. Fait qu'on peut peut-être revenir. Avez-vous des explications sur la séquence grosso d'adoption des modo, on ne peut pas, d'un point de vue réglementaire, on ne peut pas introduire. Puis là, les spécialistes pourront y aller avec le vocabulaire exact, mais on ne peut pas modifier notre PDAD, donc notre plan d'urbanisme, en introduisant une nouvelle annexe avec le PPU, si tu n'es pas en concordance avec le schéma. On doit donc en premier modifier le schéma pour pouvoir introduire une proposition de PPU par la suite. Donc, hein, on est dans une hiérarchisation de règlement et donc c'est pas nous, la Ville de Québec, qui donc ça fonctionne comme ça. Ça relève de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui relève de l'Assemblée nationale. Et donc, on doit modifier le schéma avant de pouvoir introduire le PPU. C'est réglementaire. Merci. C'est correct? Oui? Bon. Et admettons, je poursuis sur la question de Catherine, admettons qu'à la suite des consultations du PPU là, que vous nous parlez en avril, est-ce qu'on pourrait réenvisager de rechanger ce carré de sable-là pour l'agrandir au niveau urbain résidentiel ou après ça, il va être trop tard? Est-ce qu'il y a possibilité de... Parce que dans le fond, vous allez entendre les citoyens en avril. Est-ce que c'est final bâton? Puis, on va devoir... Tantôt, là, on mentionnait, bon, on n'a pas encore acquis, hein, comme vous le savez. Mais je parle toujours de la partie est. Mais je veux juste faire... On n'a pas encore acquis, par exemple, la partie ouest. Il faut toujours que je réfléchisse avant. Et c'est sûr que la journée où il y a une acquisition qui est faite, on va vouloir le mettre en conservation. Il va falloir qu'on vienne rouvrir un jour le schéma pour le mettre en conservation. Et
Là, l'autre échéancier qui est bien plate, mais qui est quand même là, c'est qu'en tout cas, moi, comme élu à la Ville de Québec, qui souhaite venir protéger un maximum, y compris à l'Est, et moi, j'ai envie de vous dire qu'on veut adopter un PPU avant novembre. Mais la partie ouest, ça n'a plus Ouest, rapport avec je le m'excuse. PPU. Non, la partie Est aussi. Mais vous me parlez ici après la proposition. Le PPU, il est juste sa partie Est, là. Oui, mais moi, je vous parle du carré de sable de la partie Est. Mais Je c'est vous ça. dis, Mais ça, on a envie que le PPU soit adopté le plus rapidement possible, là, avant ben, admettons, moi, je mets mon chapeau de citoyenne, là, je me dis élection ou pas, je veux que la décision qui soit prise, elle soit la plus idéale pour mon quartier, peu importe l'échéancier électoral. Je comprends tout à fait, sauf que moi, je ne peux pas vous garantir pour la suite des choses qui va arriver. Mais est-ce qu'on peut changer? La question, c'était, là, on choisit un carré de sable. Est-ce qu'à la suite d'avoir entendu les citoyens, est-ce que dans les règles, c'est possible de rechanger ce carré de sable et d'agrandir la zone résidentielle urbaine? C'est toujours possible de venir réouvrir le schéma. Là, on le fait plusieurs fois par année. Non, mais il y a tellement de règles, je me dis peut-être que... C'est toujours possible. Mais moi, on l'a déjà entendu ce soir, Madame ici, Madame Chabot aussi qui l'a mentionné. Et moi, je vous invite déjà à vous exprimer à l'effet, ben, est-ce que déjà, en sachant c'est quoi que les usages qui sont implicites avec l'affectation Québec urbain, puis je ne sais pas si on peut les remettre, mais à la lumière des usages qu'une affectation Québec urbain, le jaune, induit, ben, est-ce que déjà, selon vous, on devrait agrandir d'entrée de jeu cette zone-là ou mais moi, en tant que présidente du conseil des quartiers, je vois peut-être une trentaine de personnes ici, mais je me dis que ça impacte 5000 citoyens ou je ne sais pas là, combien autour de cette zone-là. Donc là, je me dis, c'est de valeur qu'on entende juste ceux qui sont ici. Ça a de la valeur aujourd'hui, mais il pourrait y avoir encore un plus grand potentiel. Puis je m'attends que, en tout cas, grâce aux distributions des 5000 dépliants par la poste, je m'attends qu'il y ait plus de gens en avril. Et je me dis, ben à ce moment-là, peut-être que les gens vont vouloir s'exprimer, mais là, le carré de sable va avoir été défini. Oui. Voilà. Il va falloir faire avec le carré de sable qu'on aura défini ce soir dans un monde idéal, puis voir comment on est capable de venir répondre aux aspirations. Mais en même temps, le carré, il faut se rappeler, il n'est pas désincarné, là. Hein? On a quand même fait des ateliers de co-création dans la dernière année. On a eu des rencontres. Donc, quand les équipes viennent définir, proposer un carré, c'est pas désincarné non plus, là. Et aussi, pour répondre à votre question, vous aurez l'opportunité, lors des consultations avec le PPU, de demander, si vous le souhaitez, de recommencer le processus là, ou toute autre recommandation. Vous le savez, le Conseil des quartiers peut faire toute recommandation. Merci. Bon, j'ai plus... oui, c'est vrai. J'avais monsieur que... On va prendre votre deuxième tour de parole. Puis je vais vous inviter à poser la question vers moi, puis je vais distribuer la question ou votre commentaire. Parfait. Donc, Martin Bérubé. Je voudrais revenir encore une fois sur l'étude. Je voudrais savoir, est-ce que cette étude-là va être disponible avant le mois d'avril? Est-ce qu'il va y avoir aussi une caractérisation qui va être faite pour spécifiquement la zone qui est ciblée pour cette étape-ci du projet? Fait que là, deux éléments. Vous voulez une caractérisation du ruisseau Sainte-Barbe? Et ensuite... tout le secteur est de ce côté-là, ça va être quoi les impacts de développer de ce côté-là? Puis aussi, là, encore une fois, là, je reviens au ruisseau. L'étude qui est mise en place par la Ville de Québec actuellement, est-ce qu'elle va être disponible aux citoyens avant qu'on puisse participer à la consultation, à la décision au mois d'avril? Parfait. Fait que là, on mentionne quand même plusieurs études. Là, puis j'espère, je veux vraiment bien comprendre votre question. On va peut-être les prendre une par une. Je ne sais pas si ma collègue est... Ah oui, Julie est encore en ligne. Là. Si jamais, Julie Deslandes, là, tu peux nous rattraper là, au niveau des études de caractérisation environnementale. Est-ce qu'on a des éléments? Bien, si je peux tenter de répondre à votre question, c'est que c'est deux choses. Oui. De un, l'étude de l'ingénierie, ça concerne la capacité hydrique qui est nécessaire pour emmagasiner l'eau en période de crue. Est-ce que le bassin tel que configuré actuellement il est suffisant pour répondre aux besoins?
Là, l'étude est en cours. Est-ce qu'elle va être disponible pour avril? Je ne peux pas vous dire. Il se peut que non. Mais si votre question aussi, c'est à savoir l'impact du développement sur la capacité hydrique, c'est sûr que le développement, il devra avoir des études hydriques spécifiquement et des mesures de rétention qui sont à faire spécifiquement pour ce développement-là. C'est comme deux choses. Oui, là. puis on s'entend que c'est critique à cet C'est ça. endroit-là. Il va prendre des mesures, puis on va mettre l'emphase beaucoup sur les mesures aussi de biorétention, puis etc. Mais c'est sûr et certain que le développement devra s'organiser pour réguler ces eaux de ruissellement. Fait que là, on parle vraiment sur l'étude en fonction de l'actuel, le bassin actuellement, est-ce qu'il répond aux besoins. OK. Puis là, est-ce que, là, je ne suis pas sûr d'avoir saisi, là, est-ce qu'il y a une étape qui est vraiment prévue pour le ruisseau Sainte-Barbe ou de consultation, parler? Non, d'études, là, au niveau vous parliez des eaux de ruissellement. Oui. Oui, puis ça, c'est vraiment l'ingénierie qui le pilote. Puis ça, c'est comme la ville fait une multitude d'études pour divers objets sur son territoire, comme l'ingénierie fait une étude relativement à la capacité hydrique du bassin en lien avec le ruisseau Sainte-Barbe, comme on peut en faire pour d'autres cours d'eau sur le territoire. Donc, ça, c'est vraiment pour s'assurer que les infrastructures qu'elle met en place et qu'elle doit améliorer, bien, ce qui répondent au profil des précipitations futures. Je n'ai pas les bons termes, là, mais c'est tous ces éléments-là qui sont validés là, présentement. La raison de mon inquiétude, donner une précision, moi, j'habite sur la rue des Neiges. Ouais. Et actuellement, je le vois déjà avec le petit réchauffement qu'on a. Même en hiver, comme je disais tantôt à M. Pierre, on a eu un petit redout au mois de janvier. Puis on voyait déjà des eaux de ruissellement qui couraient par-dessus sous la neige, par-dessus le gazon. Puis le ruisseau Sainte-Barbe, même en période de très grand froid, il reste en eau vive. Il y a quand même une importance pour drainer nos terrains, éviter de se ramasser avec un problème comme il y a eu sur le boulevard Castonguay il y a quelques années, avant la présence du bassin de rétention. C'est pour ça que je voudrais m'assurer qu'il y a vraiment là, une étude qui est faite de ce côté-là. Bien mesurer les impacts. Je peux peut-être préciser, mais lors des consultations sur le PPU, on va venir en grosse gang. Là, la vraie grande équipe va être plus présente. Puis, on a souvent son titre exactement. Bon, il y a un ingénieur qui nous accompagne là, dans ce projet-là. Donc, je pense qu'il va pouvoir répondre plus précisément à vos inquiétudes. Mais je comprends que votre inquiétude, c'est vraiment l'impact des futurs développements, qu'il y ait encore plus d'eau sur les terrains, qu'il y ait plus d'inondations. Je ne suis pas une professionnelle, mais... En tout cas, on n'est pas encore là. On espère pas se rendre là. Mais oui. Je l'avais indiqué là, au début de la rencontre, là, ça se peut qu'il y ait certaines questions ou inquiétudes qu'on note là, pour la suite des choses. Ma collègue Julie Deland, elle a quand même ouvert sa caméra, donc je ne sais pas si à ce stade, tu avais d'autres précisions. Et est-ce qu'on a répondu à toutes les questions sur toutes les études? Parce qu'il y avait peut-être une... Ça revient encore au point là, que je voudrais savoir si ces études-là vont être disponibles avant qu'on puisse dire oui ou non. Est-ce qu'on est d'accord au projet? Parce que c'est quand même un point important oui, tout à fait. Qui va influencer nos décisions. Oui, parfait. Monsieur, si c'était possible de laisser vos coordonnées, je pourrais peut-être vous mettre en contact là, avec quelqu'un du côté du service de l'ingénierie pour discuter plus précisément de ces questions-là. Si vous voulez laisser vos coordonnées à une de mes collègues, là, ce serait très apprécié. Je vais entrer en contact avec vous pour ces éléments vraiment plus particuliers là, sur le bassin du ruisseau Sainte-Barbe. Avec plaisir. Merci. Merci. Bon, ben finalement, j'aurais pas besoin de ton soutien, Julie, pas pour tout de suite. Donc, 20h41, j'ai 3 mains en ligne. Je prendrais peut-être un premier tour de parole. Oui, si je peux me permettre, Alexandra, on a découvert un petit bug avec l'outil QR. Donc, on avait quelques questions qui nous ont été transmises par écrit, puis qu'on n'a pas traitées encore. Donc, je me permettrais de faire un petit blitz parce que j'ai des questions que ça fait quelques instants quand même qui ont été publiées. OK. On y va? Bon, excusez-nous, on y va. Oui, on s'excuse pour tout ça. Donc, une personne indique ma question est plus générale sur le PPU. Donc, pourquoi aucun effort n'est fait pour conserver une portion boisée le long du boulevard Couture et des autres rues résidentielles pour une meilleure acceptabilité sociale? Il s'agit également de milieux humides et je crois bien que personne ne veut d'une industrie ou d'une tour à condo directement dans sa cour. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, je pense qu'on va le prendre plus comme un commentaire à ce stade-ci, puis revenir avec davantage là, de précision pour la suite des choses, mais on apprécie
Le commentaire, en espérant que la personne soit encore parmi nous. Là, on est désolé, je vois que ça fait plus d'une heure qu'elle a été posée. On continue. Parfait. On poursuit. C'est Laurie Plamondon du conseil de quartier. Est-ce que l'entreprise Tuile Martel sur le boulevard Saint-Claude cadre avec l'affectation Urbain Québec? Parfait, merci. Je comprends qu'il y a peut-être une inquiétude, peut-être un propriétaire même de cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec une entreprise comme ça, qui entre désormais dans cette nouvelle ère d'affectation? Oui, ben, je ne me suis pas penchée spécifiquement sur cet usage-là, mais considérant que vente au détail est permis et plusieurs itérations, oui, c'est certainement permis. Et généralement, il y a même les droits acquis, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Merci. Ça, je fais beaucoup de consultations en lien avec des parcs industriels. Ça me sert. On continue. Parfait. Donc, Monsieur Éric Gilbert qui demande est-ce que la capacité des écoles Saint-Claude et Notre-Dame-des-Neiges est considérée pour l'ajout du résidentiel dans le secteur? OK, mais je pense que c'est une super bonne question qui, d'ailleurs, je l'ai entendue à plusieurs reprises. Là. Merci pour capacité des écoles. Je pense qu'on peut donner Le des ministère de éléments. l'Éducation fait des prévisions là, en termes de développement démographique et tout ça. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui dépasse un petit peu de la compétence de la ville, là, mais je vois Rose qui a peut-être une Ben, réponse. si je peux juste rajouter, là, on est en dialogue là, avec la commission scolaire. Ils sont au fait de la démarche de PPU, puis on prend quand même ça en considération dans nos réflexions. Parfait. Fait qu'il y a un dialogue déjà en cours là, avec les parties prenantes intéressées pour ces genres de questions-là. Donc, merci beaucoup. En cascade, Dominique, on continue. Parfait. Donc, Monsieur Jean Rousseau qui demande, dans le fond, le bassin de rétention Castonguay est en 2 sections. Est-ce que c'est possible de préciser ce que la ville a acheté? Est-ce que les 2 sections seront conservées? Oui. Est-ce qu'on aurait des éléments de précision par rapport au bassin Castonguay? Le bassin Castonguay, comme je le disais tantôt, la ville l'acquiert. Actuellement, la ville fait des études à savoir est-ce qu'il faut le garder dans sa forme actuelle avec la même capacité, est-ce qu'il suffit? Donc, tout est en cours, mais actuellement, est en démarche d'acquisition, la ville. Donc, c'est dans les 2 sections. Oui, les 2 sections, c'est l'ensemble des 2 sections là, qui c'est en processus d'acquisition. Merci, Rose. L'acquisition est terminée. L'acquisition est terminée, c'est passé au conseil de ville, donc c'est réglé. Parfait. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour la réponse. Je pense que ça répond bien là, au questionnement de M. Rousseau. Est-ce que je poursuis avec les mains levées, Alexandra? Oui, si on prendrait un premier tour de parole, puis ensuite, j'avais une intervention en salle. Parfait. Donc, le premier tour de parole, on avait Maryse Gionnet. Donc, je vais vous afficher à l'écran. Madame Gionnet. Non, c'est la rouge. Regardez à la caméra, c'est la rouge. Je me suis trompée. Madame Gionnet, est-ce que vous êtes toujours êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Sinon, je viens de voir que Mme Gionnet a écrit une question. Peut-être que c'est la même. Parfait, Je peux me vas-y. permettre de la lire. Donc, est-ce qu'il est envisagé d'assurer une zone résidentielle entre la présente zone résidentielle et la forêt avant de développer une zone urbaine? OK. Ben, merci de la question. Donc, je comprends qu'il y a peut-être une petite confusion là, entre 2 concepts. Est-ce qu'on peut préciser, là, ramener, là, c'est quoi la... Ben, dans le fond, je pense, ben, je comprends bien je pense que je comprends bien la question, là, mais dans le fond, c'est que la personne, elle est inquiète. Elle pense qu'il y a une différence entre le urbain et le résidentiel. OK. En fait, l'un rentre dans l'autre. Oui, c'est ça. Ben, ce que vous voyez jaune à l'écran qui fait l'objet de la modification Urbain Québec, ben, c'est pour introduire le résidentiel dans les faits qui n'est pas actuellement permis dans le secteur. Donc, c'est vraiment du résidentiel qui serait permis ou possible de permettre dans l'ensemble de ce territoire-là. C'est ça, fait que l'un n'entre pas en contradiction avec l'autre. C'est ça, il pourrait avoir du résidentiel à la grandeur. De la tache jaune, si on parle en frais de couleur, là, effectivement. Oui, parfait, merci.
On peut y aller. Monsieur Turgeon, qui est Oui. membre du Conseil des quartiers. Merci. Donc, une question concernant la biodiversité. C'est un volet qui n'a pas été couvert depuis un certain temps. On sait qu'il y a une belle biodiversité dans le boisé et on n'a toujours pas de caractérisation. Il me semble on devait avoir une étude de caractérisation qui devait se faire. Donc là, on sait que, par exemple, ce secteur-là, c'est des champs et c'est une mosaïque d'habitats pour les animaux. Donc, il y a des oiseaux, des nyctales, des chouettes lapones qu'on retrouve régulièrement dans ce secteur-là parce qu'ils vont nicher dans les arbres et ils vont chasser dans les champs. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a une caractérisation qui va être disponible là, éventuellement? Oui, c'était la caractérisation faunique. Faunique et floristique aussi. Et floristique, parfait. Là, donc, je me tourne vers mes collègues. Est-ce que à ce stade, il y a une étude faunique ou c'est peut-être plus Julie Deslandes en ligne. Puis là, je dois avouer que je ne vous vois plus, hein, mon ordinateur est mort maintenant. Donc, OK. vas-y. Au niveau floristique, il y a eu un inventaire biologique là, qui a été réalisé là, par le propriétaire là, du terrain. Donc, ça, c'est un inventaire qui a été réalisé selon les méthodes reconnues là, via le guide du ministère de l'Environnement là, pour identifier là, l'ensemble des compositions là, des différents types de milieux là, qui sont présents dans le secteur. Pour le volet faunique, ça a été abordé. On n'a toujours pas reçu là, à l'heure actuelle là, d'inventaire là, sur cet aspect-là. Mais on pourra faire le suivi pour voir là, ce qui s'est fait là, et puis vous revenir là, avec des réponses à cet égard-là. Merci. Donc, voilà, encore un petit peu de patience. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des interventions en ligne, Dominique? Pour l'instant, j'avais une autre question écrite, mais elle rejoint beaucoup celle de Pierre Turgeon. Donc, c'était Angela March là, qui demandait si des études fauniques sur le site au complet avaient été réalisées afin de comprendre les populations qui y vivent et l'impact du développement. L'année dernière, lors des consultations, ces études n'ont pas été faites. Donc, je pense qu'on vient de couvrir le commentaire, la question. Donc, moi, ça revient à des deuxièmes tours de parole avec les mains levées. On poursuit? Oui, tout à fait. Oui, oui. Parfait. Donc, Madame Marie-Ève Martel, je vous affiche à l'écran. Madame Martel, je ne sais pas si vous prenez la parole actuellement, mais on ne vous entend pas. Il faudrait activer votre micro. Donc, on pourrait poursuivre avec Monsieur Christian Beau et on reviendra à Madame Martel si elle lève sa main à nouveau. Parfait. Alors, bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien. Alors, on vient d'apprendre que la Ville de Québec n'est pas en possession de toute la zone qu'elle désire protéger, si j'ai bien compris. Donc, on parle de combien de superficies de terrain acquises actuellement par la Ville et combien la Ville a payé pour ça et combien il reste de superficie à acquérir. À l'ouest, on n'a aucune acquisition de compléter. Si mes informations sont exactes. Ce dont on a parlé ce soir, là, M. Beau, c'est notamment l'acquisition début février de 5 hectares qui inclut là, le bassin Gastonguay pour 11 420 000 $. Et là, à ma connaissance, ce sont les seules acquisitions récentes de la Ville. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, je regarde, mais je ne crois pas.
Ben, comme acquisition récente pour l'Ouest, quand on parle vraiment de l'Ouest, c'est environ 123 hectares. La ville est déjà propriétaire de parcelles à l'Ouest pour environ 19 hectares. Puis le reste, c'est de tenure privée. Donc, on dit il y a des objectifs, on vise des acquisitions avec des partenaires, etc. Donc, on vise cet objectif. Tout à fait. Donc, ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas d'éléments, pour l'instant, davantage d'éléments là-dessus à communiquer ce soir, là, malheureusement. Ce n'est pas encore de tenure publique. Merci. Puis, si vous avez des inquiétudes précises à nous partager là-dessus, n'hésitez pas. Ceci dit, il est 20h52. De devant, je vois des points frotter un peu les yeux. Je pense qu'on commence à être un petit peu plus fatigué, mais n'hésitez pas, rapidement, s'il y avait des dernières questions, des derniers commentaires, des propositions concrètes par rapport à ce projet de modification réglementaire qui vous a été présenté ce soir. N'hésitez pas, c'est le moment. Je pense que même les gens en ligne nous abandonnent tranquillement. Donc, moi, j'ai seulement un complément de commentaires, en fait, de Mme Gionnet qui n'a pas pu ouvrir son micro tout à l'heure, mais qui se questionnait là, tout à l'heure sur la zone résidentielle et la zone urbaine. Elle mentionnait simplement qu'il serait dommage de passer de forêt comme voisin à un commerce. parfait. Bon, merci. Ben, c'est bien entendu alors. Merci. Donc, pour moi, c'est tout. Je n'ai pas d'autres mains levées ni d'autres questions écrites. Parfait. Ben, je pense que les gens semblent prêts à se lever en salle et à quitter. Oui, parfait. Alexandra, je suis désolée. Une dernière. Il y en a qui veulent veiller aussi. Hein? Ouais. Vas-y, Dominique. Donc, Madame Marsh, Angela Marsh, pardon. Donc, c'est un commentaire. On doit attendre d'avoir de la caractérisation faunique réalisée par une partie indépendante avant d'avancer dans la planification des zones de développement afin de tenir compte du vivant qui y est. Par exemple, dans les friches du côté est, on peut trouver des oiseaux menacés qui nichent et qui s'y nourrissent. Parfait. Bon, c'est bien reçu. Merci. Je pense que ça semble complété. Oui? J'ai encore deux questions finalement. C'est Mme Martel qui n'était pas capable d'ouvrir son micro tout à l'heure. Donc, il dit être concerné par l'impact de la délimitation de la zone urbaine à l'étude ce soir. Elle a deux questions. Est-ce que la Ville dispose des mêmes outils pour la protection des espaces verts dans les zones urbaines et industrielles? Et la seconde question, quelle est la logique écosystémique de la délimitation des deux zones? Donc, je comprends qu'en fait, la dame, peut-être qu'on pourrait préciser s'il existe un niveau de conservation au niveau du schéma, si ça existe. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on précise s'il existe un niveau de conservation, un zonage de conservation au niveau en dessous, au niveau du zonage de la ville. Oui, il existe effectivement une affectation, que ce soit conservation ou parc et espace vert au niveau du schéma d'aménagement. Par contre, c'est pas parce qu'on n'est pas en affectation conservation au schéma qu'on ne peut pas l'être au niveau d'un PPU ou du zonage. Je ne sais pas si c'est clair. Là, au fond, si on est en conservation au schéma, on est obligé d'être en conservation dans tous les autres outils qui sont plus pointus. Mais par exemple, dans une affectation urbaine, au schéma d'aménagement, on pourrait mettre de la conservation, que ce soit dans un PPU ou au niveau du zonage. Est-ce que c'est R4? Entre autres. Yes! OK. J'apprends. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Dominique? Je crois que c'est complet. Alors, je vais inviter Mme Mélissa Coulombe-Leduc, peut-être à prononcer votre mot de la fermeture. Écoutez, si jamais il y avait une dernière question, on pourra la prendre, mais on peut se diriger vers la fin. Je veux vous remercier ce soir pour votre présence ici. Je suis tout à fait consciente et je suis certaine que Marie-Josée, qui est toujours avec nous, partagerait mon avis. On était à un niveau de consultation plutôt abstrait ce soir, mais tout de même très important, vous l'aurez compris, notamment d'un point de vue réglementaire, pour nous permettre d'avancer dans la suite des choses. Ce n'était pas tout à fait l'objet de la consultation, mais Alexandra me permettra quand même de venir répéter ce que j'ai dit d'entrée de jeu. C'est
C'est en venant circonscrire le terrain de jeu, si je peux me permettre, du PPU à l'Est uniquement. Je pense quand même qu'il faut voir ce geste-là comme un geste dans le sens de la mobilisation qui s'est faite depuis des années pour la conservation au maximum du secteur Chauveau. Marie-Josée et moi, on est tout à fait conscientes que ce n'est pas 100 %, mais ce n'est pas 0 % non plus. Donc ça, et je l'ai dit en entrevue, je vais quand même à le répéter ce soir, et je finirai sur cette parabole. Je pense qu'il faut voir le verre aux 2 tiers plein aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Ça met fin à cette période d'échange et à cette consultation. Il y a un rapport qui va être rendu disponible. Et si la séquence continue son chemin tel que prévu, on va se revoir bientôt et possiblement plus nombreux vers la fin du mois d'avril. On va communiquer dès qu'on peut là, les informations. Donc, merci beaucoup, puis merci beaucoup de votre participation constructive ce soir. Au revoir.